Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin à cette journée consacrée au rendez-vous du documentaire de patrimoine. Donc ce matin, nous avons assisté à la présentation de nouveaux projets de restauration de films documentaires. Et cet après-midi, nous nous retrouvons pour une discussion que nous avons appelée « Face à la dématérialisation généralisée, l'édition a de l'avenir ». Nous avons même à un moment pensé qu'on aurait pu appeler ça « L'édition vidéo n'est pas qu'un petit commerce de cinéma », pour faire un petit bonjour à notre ami JLG. Nous avons voulu faire cette discussion parce qu'évidemment, on a été extrêmement sensible au printemps dernier à l'appel des 85 et pour nous, c'est vraiment important de revenir sur ce qui nous arrive aujourd'hui, la fermeture des salles, la mise en ligne des films, la consommation chacun chez soi du cinéma et de voir comment autour de ça, les choses se reconfigurent et en particulier cette chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est l'édition vidéo, qui est un travail de prescripteur très important pour nous, comment tout cela se porte. Je suis très heureuse d'accueillir Antoine Guillot, qui est en particulier le producteur de Plan Large sur France Culture, qui accepte depuis 3 ans d'animer cette discussion autour du documentaire de patrimoine. Et je lui laisse la parole pour présenter les intervenants et introduire cette discussion. À très vite. Merci Catherine. Pour présenter les intervenants, on va commencer par celui qui est en face de moi, Vincent-Paul Boncourt, qui est fondateur et dirigeant de Carlotta Film. Je crois que ça fait 23 ans à peu près d'existence au service du patrimoine cinématographique. Carlotta Film est aussi bien distributeur en salle qu'éditeur en vidéo physique de films du patrimoine, mais aussi, puisqu'on est au cinéma du réel, de documentaires inédits, comme j'ai repris simplement les premiers que je trouvais sur le site de Carlotta, 20 000 jours sur Terre, A Fuller Life, le documentaire sur Samuel Fuller, les documentaires de Koji Yoshida sur la peinture, Bergman, Une année dans une vie, et puis ça va jusqu'à Z. À côté de vous, alors je ne sais pas si je dois dire Sandrine Rinaldi ou Camille Nevers, parce qu'il y a 2 personnes assises dans le même siège. Il y a Sandrine Rinaldi qui est réalisatrice, on lui doit notamment Cap Nord, Mystification ou l'histoire des portraits. Vous aviez aussi participé au documentaire collectif Les 18 du 57 boulevard de Strasbourg, pas loin d'ici. Et puis vous avez un nom de plume aussi qui est Camille Nevers. Et à ce titre, vous signez dans Libération notamment, et puis on vous entend régulièrement dans Le Masque et la Plume. On l'entend aussi à la radio, Mathieu Macheret. Mathieu Macheret est critique et journaliste au Monde, au Cahier du cinéma, et il parle régulièrement dans ses supports et sur France Culture dans l'émission Plan Large, donc on se connaît bien, de films du patrimoine et généralement édités en édition physique. À côté de vous encore Natacha Missoff, qui est chef de projet édition vidéo chez Potemkin, après avoir longtemps travaillé chez ces infatigables dénicheurs de films que sont ED Distribution. Et chez Potemkin, vous travaillez aussi bien sur les films de Kiarostami que sur, c'est vous aussi, Soy Cuba de Mikhail Kalatozov, qui vient d'être primé par le syndicat de la critique du cinéma comme la meilleure édition DVD de l'année. Et puis il y a eu aussi en documentaire les magnifiques éditions de Chris Marker et notamment Sans Soleil. Et puis enfin Laurent Cormier, qui est directeur du patrimoine au Centre national de la cinématographie et de l'image animée, Centre national de la cinématographie dont la mission consiste, je le rappelle, entre autres, à collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. Alors pour commencer cette discussion, je vais citer une autre table ronde. Elle était réunie par l'Obs, ça a été publié la semaine dernière à la veille des Césars, et elle réunissait 3 distributeurs de films. Il y avait Jean Labadie du Pacte, Carole Scotta de Haut et Court et Mathieu Robinet qui a récemment fondé la société Tandem. Alors à la question de la VOD, Jean Labadie répond que malheureusement, dit-il, elle souffre énormément du piratage et nous attendons, dit-il, toujours les mesures de lutte auxquelles s'était engagé solennellement Franck Riester. Si quelqu'un se souvient de Franck Riester, il était ministre de la Culture il n'y a pas si longtemps. Quant au DVD, nous y voilà, poursuit-il, et c'est là que ça commence donc à intéresser notre rencontre d'aujourd'hui. Quant au DVD, il y a un public
pour les rééditions prestigieuses, mais c'est tout. Le DVD, c'est le vinyle du collector à bon de Mathieu Robinet sur nos films, poursuit Jean Labadie. Avant le piratage, on considérait que 25% de nos revenus venaient du DVD ou de la vidéo. Aujourd'hui, on est plutôt à 1%. Mais il y a quand même Carole Scotta qui va répondre à tout cela. Ça dépend. On a fait près de 50 000 achats pour un monde plus grand de Fabienne Berthaud. Pas mal quand même. Il faut préserver cette fenêtre. Quel est l'avenir donc de l'édition vidéo? Il faudrait peut-être revenir, Vincent-Paul Boncourt, sur cet appel qui était d'abord l'appel des 50, devenu l'appel des 85, qui a été publié donc en juin dernier. Qu'est-ce qui a déclenché cet appel? Qu'est-ce que vous réclamiez? Qu'est-ce que vous avez obtenu, si vous avez obtenu quelque chose? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu? Alors on a été écouté déjà, ce qui est pas mal aujourd'hui, même si on nous écoute beaucoup et on nous entend pas forcément, et je parle de l'ensemble de la profession, on le voit en ce moment, c'est assez difficile d'être vraiment entendu, à défaut d'être écouté. C'est vrai que ça faisait un moment que l'ensemble beaucoup d'éditeurs, parce que voilà, il y a Natacha qui est là, avec Potemkin, on se connaît, pas forcément tous, mais beaucoup travaillent ensemble, collaborent, on se retrouve dans des festivals, des marchés, etc. Et quel que soit le côté qui peut exister concurrentiel de l'un à l'autre, on travaille beaucoup dans la même approche, même envie de transmettre du cinéma, de faire découvrir. Chaque société a sa ligne éditoriale, a sa spécialité, certaines peuvent se recouper, etc. Et donc de manière un peu informelle, on se disait depuis un petit moment que ça serait pas mal de se regrouper, parce que dans le monde de la vidéo, finalement, contrairement à l'exploitation, à la distribution, il n'y a plus en tout cas de syndicats, d'associations intégrant des indépendants. Vous avez le SEVN, qui est essentiellement des majors françaises et américaines. SEVN qui est le syndicat d'édition vidéo numérique. C'est toujours un bon test de savoir les initiales, mais heureusement je le savais. C'est comme si vous aviez alors je vais parler avec des voilà, la Fédération nationale des distributeurs, à chaque fois, etc. C'est comme si dans la distribution, qui a 3 syndicats, avec un syndicat qui représente plutôt des grosses boîtes de distribution, vous avez le DIR qui représente les gros indépendants, et le SDI auquel je suis qui est les plus petits indépendants. C'est comme si donc vous avez 3 représentations, et au niveau de la vidéo vous avez que le SEVN et finalement pas une parole de l'ensemble des éditeurs, et on a réalisé qu'on était in fine 85, incluant des majors, c'est incluant tout le monde, mais au moins, si je ne dis pas de bêtises, une bonne 50aine d'indépendants à différents niveaux qui font un travail remarquable sur l'édition physique, sur le cinéma, aussi sur la VOD, etc. Mais qu'on était à chacun agir de manière individuelle par rapport à son métier, sa société, et peut-être moins de manière collective. Ça fait des années qu'on nous bassine en nous disant que la vidéo est morte. Bon, quand j'ai créé Carlotta, en effet, il y a 23 ans, on me disait que le cinéma était mort, que la salle de cinéma était morte. C'est un peu les marronniers qui reviennent tout le temps. Alors c'est vrai que là, il est mis plus en péril parce qu'on nous oblige à fermer les salles, mais ça va repartir, et je suis plutôt très confiant qu'une fois que les salles vont être enfin réouvertes, le public va se ruer en masse et va continuer à venir en salle de cinéma. Voilà, donc on s'est dit que c'était important de créer ce collectif-là pour avoir une parole et une portée collective de l'ensemble des éditeurs vis-à-vis des institutions et notamment du CNC, puisque chacun d'entre nous sommes en relation avec le CNC par rapport à nos sociétés, mais c'est pas la même chose de parler et de porter une voix collective. Et puis aussi au niveau de la presse, au niveau des RP, au niveau du public. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette communication large et transversale, et on a vu que depuis qu'on a lancé cet appel qui se structure au fur et à mesure, qui va devenir une association aujourd'hui, donc d'une légalisation, on voit que tout le travail qu'on fait de communication aux réseaux sociaux qui va toucher tout le monde, et y compris le public, a recréé aussi, Covid ou pas Covid, confinement ou pas confinement, recréé une envie de parler plus que jamais du DVD, du Blu-ray, de l'UHD, du support physique, et qu'on ne se dise pas, parce qu'à force d'entendre et qu'on vous dise qu'un support est mort, vous pouvez finir par le croire. Et le public aussi. Donc d'un seul coup, on peut être sur une sorte de banalisation et de se dire, oui, finalement, il est vraiment mort. Et moi, qui ai ma belle collection d'étagères DVD Blu-ray, je suis peut-être un ringard par rapport à tous ceux qui regardent des films dématérialisés ou autres. Et d'une certaine manière, je pense que ça a recréé de l'envie, du désir, et de montrer qu'on n'était pas le seul, et loin de là, et qu'on était très très nombreux à avoir cette passion sur des belles choses, des beaux objets, l'édition physique, comme les livres, comme d'autres choses, et qu'on voulait l'avoir, le posséder pour soi-même, pour les autres,
l'autre, le transmettre. Et donc c'était extrêmement important de le dire, de le déclamer à l'ensemble des publics. Natacha Missoff, il y a eu donc une déclaration d'importance du support, mais il y avait aussi un certain nombre de demandes dans cet appel. Oui, parce que, comme disait Vincent, ce discours, le DVD est mort. D'abord, on dit DVD, mais donc le support physique, DVD, Blu-ray, UHD et tout ce qui va arriver dans les années à venir. À force de dire ça, tout le monde s'en est convaincu. Et c'est vrai que le support physique n'est plus un objet de consommation de masse, comme il a pu l'être à un moment donné, ce qu'on appelait l'âge d'or du DVD, je sais pas, on en vendait des dizaines, voire des centaines de milliers. Ça n'est plus ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut juste dire qu'il s'est transformé. Et en fait, les éditeurs se sont adaptés à cette transformation. Et dans nos demandes, il y avait que les pouvoirs publics ne se laissent pas avoir par ce slogan « le DVD est mort ». Parce que, effectivement, on a besoin des pouvoirs publics dans le cadre d'une véritable politique culturelle, comme voilà, certains films ont besoin effectivement d'aide pour exister, et c'est pas un mal, c'est extraordinaire qu'on ait ça pour nous aider, et c'est pareil pour le support physique. Et je dirais même au-delà des très beaux objets, parce que j'entends bien ce que disaient Jean Labadie ou Mathieu Robinet, mais économiquement, voilà, ça n'a pas le même rapport dans le chiffre d'affaires d'une société qui a tout droit sur un film, c'est certain. Les beaux objets, c'est de la représentation, c'est ce qui est mis en avant dans les magasins, c'est ce qui va générer des actes d'achat chez des gens très fans, des gens très cinéphiles, c'est ce qu'on a envie d'offrir. C'est un peu une fétichisation et qui revient parce qu'à l'heure du tout dématérialisé, en fait, on se rend compte que ça nous manque un peu aussi. Mais il y a tout un aspect qu'on oublie qui, pour moi, est vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui, le support physique est aussi un moyen de faire arriver certaines œuvres chez les gens, et parfois même un des seuls moyens, parce qu'on a un maillage de salles extraordinaire, mais tous les films ne peuvent pas passer dans tous les cinémas. Donc parfois, vous habitez à un endroit où vous n'allez pas avoir l'occasion de voir le film en salle. Et puis, vous n'avez pas forcément une connexion Internet qui vous permet de voir un film en VOD correctement. Et puis, vous n'êtes pas forcément abonné aux 150 plateformes qui vous permettraient d'avoir la variété et donc le choix. Par contre, vous avez forcément une médiathèque. Et grâce à la médiathèque, on touche des gens qui, voilà, du coup la question de l'argent se pose beaucoup moins, voire pas quand c'est gratuit, la question de l'équipement beaucoup moins aussi, voilà, et ça reste super important, c'est pas du bel objet, mais c'est de la démocratisation de l'accès à la culture, qu'on soit sur le patrimoine ou même tous les films à réessai indépendants qui sortent aujourd'hui, heureusement qu'ils ont le DVD et le Blu-ray et autres pour avoir accès au public. Donc voilà, ça faisait partie des demandes. N'oubliez pas que on existe et qu'en plus on a probablement un rôle social à jouer, enfin, à mon sens en tout cas. Alors, attends, avant d'entendre la réponse de l'institution à ces questions-là, en la personne de Laurent Cormier, je voudrais demander à nos deux observateurs, journalistes, critiques, ce discours, le DVD est mort, c'est aussi passé par des paroles publiques, mais par des journaux, par des observations aussi de nouvelles pratiques. Alors vous qui chroniquez régulièrement des DVD dans vos supports, quel attachement à l'objet physique? Mathieu Macheret. Le fait que ce soit un objet, déjà tout simplement. C'est-à-dire qu'un objet, c'est transitif, c'est même transitionnel, si on veut dire. C'est quelque chose qui se passe, qui se touche, qui se range dans l'étagère. C'est-à-dire que c'est une sorte de réalité du film.
En cela, c'est pas qu'il s'oppose, mais en tout cas, il est différent de la logique de flux qu'on peut avoir sur les plateformes, où on sait que le film n'est qu'un contenu parmi d'autres et que voilà, il est enchaîné comme ça dans une sorte de catalogue propriétaire. Ce qui est beau avec le DVD, enfin, en tout cas avec le support physique, comme tout le monde le dit, c'est qu'il n'y a pas cette privatisation de l'accès au film qu'on constate sur les plateformes. On est prisonnier d'un catalogue, on l'a dit, mais surtout, voilà, chaque éditeur est une sorte de programmateur de sa propre collection qu'il soumet à un public, un public d'acheteurs, et cet acheteur ou ce spectateur est libre d'aller prendre tel ou tel DVD. Il peut passer d'un éditeur à l'autre. Il y a cette liberté de choix quand même qui est un peu équivalente à celle d'aller dans tel ou tel cinéma pour voir tel ou tel film, une espèce d'offre large, plurielle, une espèce de panel comme ça qui est intéressant. Après, dans la couverture elle-même des DVD, la façon dont on prend ça en charge dans la presse, ce qui est important, je trouve, c'est que pour nous, en tant que rédacteurs, ça nous permet d'atteindre un autre versant de l'actualité des films, des sorties de la semaine en permanence, c'est-à-dire d'avoir les deux aspects du cinéma, qui est à la fois le présent et l'histoire. Alors il y a les ressorties bien sûr en salle, évidemment, c'est aussi un secteur important qui est très perméable avec celui de l'édition physique. Mais voilà, le DVD, le support physique nous permet, nous, d'avoir une espèce de vie des films qui plonge comme ça dans l'histoire, dans les décennies. Ça nous permet de revenir comme ça et de brasser vraiment les géographies, les périodes. Moi, je le prends comme ça, en tout cas. Ça nous permet de sortir de l'espèce de continuité un peu aveugle du présent, des films qui arrivent toutes les semaines, et de vraiment aller, comme ça, piocher dans l'histoire du cinéma. Donc c'est un peu comme ça qu'on le prend. Après, on écrit rarement quand même. Il y a quelque chose que je trouve assez étonnant à chaque fois, c'est que quand on considère, c'est assez peu fait dans les articles de considérer un objet en lui-même. On parle surtout du film. On dit assez peu de choses sur le packaging, on en dit encore moins sur ce qu'on appelle l'appareillage de bonus, voilà, tout ce qui est un petit peu la production de savoir que fait chaque édition, mais parce que ça déborde aussi un petit peu sur notre travail. Souvent, c'est aussi des critiques qui interviennent dans les bonus, ça devient un peu critique de la critique, etc. Ça se mord la queue. Donc on a plutôt tendance à prendre ça comme une occasion pour parler du film, mais c'est vrai que l'objet en lui-même est assez peu considéré. Ça s'est fait, hein, il y a eu des fois on trouve ça, mais je trouve que c'est ce qui pourrait être un petit peu plus exploré aussi. Des fois, c'est l'objet en lui-même et d'aller un petit peu là-dedans. Mais voilà, pour moi, c'est souvent une occasion comme ça de rappeler que l'histoire du cinéma, elle va dans plein de directions. On n'est jamais complet si on est seulement dans le présent. Il faut se projeter, il faut essayer de brasser un petit peu tout ça. Et en tout cas, pour moi, voilà, de façon assez sommaire, c'est un peu comme ça que je considère l'édition physique. Là, je remets mon chapeau de critique par rapport à la question de la critique de l'objet lui-même. Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, pour Carlotta ou Potemkin, mais certains éditeurs, parfois, vont vous envoyer, plutôt que l'objet lui-même, ce qu'on appelle un DVD test ou un lien, ce qui est très paradoxal, pour une édition physique qui en rend, ça rend difficile. Moi, personnellement, je demande toujours à avoir l'objet, puisqu'on parle, on parle d'un objet. Camille Nevers, comment vous abordez ça ? Je suis un peu le Calimero. Enfin, je n'ai pas de rapport fétichiste à un objet. J'ai eu tendance à avoir des vinyles, puis des CD. Maintenant, j'écoute plutôt de la musique en flux. Et c'est un peu pareil pour les films. Donc, je respecte et je trouve qu'il faut une offre absolument complète. Effectivement, comme vous disiez, il faut que des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou à un cinéma puissent. Je connais une amie qui offre encore à sa mère des DVD pour son anniversaire et qui est ravie de pouvoir redécouvrir les films de Jean-Pierre Bacry. Enfin, je cite un exemple très récent.
une espèce comme ça d'objet, oui, transitionnel, comme tu disais, où on peut offrir encore des films à voir. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est moins le support que ce qu'on appelle maintenant le contenu, le film. Et donc la prescription possible de votre travail, c'est-à-dire d'un travail d'éditeur, de pouvoir montrer des films qui soient à la fois de patrimoine, qu'il est bon parfois de dépoussiérer, de remasteriser, de remontrer, mais aussi peut-être de films plus récents, passer inaperçus. Moi, je sais qu'il y a tellement... j'ai, grâce à Internet, à un moment donné, dans les années 2007-2008, découvert plein de films inédits en France, ou inédits tout court. Et je suis moi-même réalisatrice de petits films qui ont eu heureusement une vie DVD grâce à l'édition de Shellac. Sinon, en salle, ils ont eu une sortie presque confidentielle. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie, et donc de la vie d'un objet, mais de la vie de ce que l'objet contient, donc du film, avec une prescription patrimoniale, en effet, avec ce que c'est que de montrer des films à des personnes qui ont plutôt tendance à se gaver de plateformes, même si certaines plateformes montrent des films de patrimoine, et de prescription de films qui passeraient inaperçus. L'objet, dans ces cas-là, c'est en effet marquer le coup, un événement, dire ce film-là mérite d'être vu, revu ou découvert. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce travail-là qui m'intéresse dans les propositions que je reçois de vos maisons respectives. Et c'est vrai qu'en temps de confinement, on est beaucoup plus amené à avoir ce travail mené dans la prescription des DVD. Moi, j'ai pas de problème à recevoir ça par lien. Je préfère voir les liens. J'ai pas de rapport physique à l'objet, même si, en effet, il faut qu'il y ait un objet pour qu'il puisse y avoir un rapport technique de qualité avec ce qu'on voit. Parce que c'est sûr qu'un lien, c'est pas forcément de bonne qualité. Alors que, en effet, quand il y a un bel objet avec éventuellement de bons bonus, ça donne une forme de prestance qu'il faut, comme quand on va au théâtre, il faut la salle, il faut la représentation, il faut quelque chose d'événementiel, voilà. Alors, on va finir ce premier tour de table avec vous, Laurent Cormier. Comment est-ce que vous entendez et comment est-ce que vous avez écouté éventuellement au CNC cet appel ? On l'a écouté, puis j'espère qu'on l'a entendu ou qu'on va l'entendre. Nous, on a trouvé l'initiative très juste et très pertinente au moment où elle s'est produite. Je rejoins complètement ce qui a été dit avant sur le côté objet DVD. Quand on parle de patrimoine, il y a souvent une âme de collectionneur quelque part, et le DVD fait partie de ça. Et nous, on avait été frappés de voir quand le Festival Lumière a développé son marché du DVD et son ouverture vers le public pour les ventes de DVD neufs ou d'occasion d'ailleurs, le succès que ça avait eu cette initiative. Et depuis 2 ans, ils ont institué un vrai marché du DVD. On a été surpris du monde qui venait un dimanche acheter du DVD, voir les nouvelles éditions, etc. Et on s'est dit, tiens, le DVD existe toujours, en tout cas pour un public particulier, amateur de films de patrimoine. Donc on a entendu très justement l'appel des 85, et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'il y a le sujet support, mais on était aussi sur un appel qui portait sur le contenu, en disant on a des contenus intéressants à proposer, des contenus très riches qui sont complétés de petits livres, de bonus, de tout ce qu'on veut avec, et cet ensemble mérite d'être entendu et mérite d'être soutenu davantage. Et ça, c'est un discours qui nous a parlé, parce que ça correspondait complètement au constat qu'on faisait nous sur ce festival Lumière à Lyon à l'automne, et sur les études qu'on faisait sur le public du patrimoine, sur le public du DVD, qui montraient que la motivation première était quand même de collectionner et de revoir des films qu'on avait vus et qu'on ne trouvait plus. Et ce côté permanence de l'objet sur les plateformes, on les connaît tous, mais on sait que les films sont là qu'un temps. Le DVD, je l'ai dans ma bibliothèque et je peux le ressortir quand j'ai envie de le voir. Et c'est ça qui est important dans le domaine du patrimoine, et c'est à ça qu'on a été en fait plutôt très sensibles, nous. Donc on va continuer à accompagner le DVD de patrimoine, oui. En pratique, puisque là, c'est des déclarations d'amour, mais il faut des preuves d'amour aussi. Laurent Cormier, on sait que le CNC a entrepris une grande remise à plat de toutes ces aides, de tous ces soutiens. Comment est-ce que ces aides vont être fléchées précisément vers l'objet
l'objet de la vidéo physique. Les grands arbitrages ne sont pas encore rendus, donc je ne vais pas vous faire de grandes annonces en disant on va faire comme ci, on va faire comme ça. En tout cas, ce que je peux vous garantir de certains, c'est que le DVD n'est pas oublié du tout et que le DVD de patrimoine encore moins. C'est-à-dire que moi je m'occupe du patrimoine et je suis très vigilant à ce que le patrimoine existe dans l'ensemble des aides du CNC, et on travaille en bonne intelligence avec la direction du numérique chez nous qui s'occupe du DVD plus spécifiquement, et le DVD de patrimoine fait partie des sujets sur lesquels on flèche nos actions, parce que pour nous c'est essentiel. On donne des aides à la restauration, à la numérisation des films, c'est pour que ces films soient vus et restent visibles sur un long terme. Un des moyens de rendre ces films visibles sur le long terme, une fois restaurés, quand on fait des restaurations en 4K dans lesquelles on va passer et on va mettre 70, 80 000 euros sur une restauration, c'est pas pour que ces films disparaissent au bout de 3 mois parce qu'ils sont sortis d'une plateforme, c'est pour qu'ils restent et qu'il y ait une édition vidéo derrière. Donc ça, on est toujours très vigilant à ce que ces éditions demeurent et que ces éditions se fassent dans des bonnes définitions d'images. Donc vive le Blu-ray, vive l'Ultra HD, et on va mettre l'accent là-dessus très clairement. Donc le DVD de patrimoine, on le préserve, on le soutient et on va continuer à le faire sur l'avenir dans le cadre de notre grande révision générale des soutiens, oui absolument. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'année qui s'est écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas pour rien que cet appel a été publié en juin entre deux confinements. On aurait pu se dire que voilà, il n'y a plus de salle de cinéma, donc tout le monde va se jeter sur le DVD. Ça n'a pas été exactement ça qui s'est passé. Comment est-ce que vous avez observé le changement des habitudes pendant cette année très spéciale qui a sans doute plutôt accéléré des changements en cours, Vincent Paul-Boncourt? Il y a plusieurs réponses. C'est sûr qu'on est dans une situation exceptionnelle et qui perdure d'ailleurs, hein, parce que même si on n'est pas à ce jour encore confiné, reconfiné, toutes les semaines on nous menace d'un reconfinement, total ou partiel. Il y a un couvre-feu à 18h, donc les magasins ferment à 18h. Les paliers de 20 000 m², 10 000 m², on fait fermer quand même pas mal de lieux où la Fnac des Halles est fermée, par exemple. C'est comme si les salles de cinéma étaient ouvertes et que UGC Les Halles était fermé. Donc un distributeur qui a son film, tous les films sortent pas UGC Les Halles, vous avez le cas de Beaubourg, d'autres, ça, mais perdrait 10 à 15% de ses entrées si UGC Les Halles était fermé. Donc c'est l'équivalent avec la Fnac des Halles. Donc c'est compliqué pour le marché en général, c'est compliqué pour les éditeurs, et c'est un peu le paradoxe, c'est autant compliqué, peut-être voire plus compliqué que quand il y avait un vrai confinement. Donc on est loin d'être sorti d'une situation de crise, de difficulté. Parallèlement, les éditeurs, on l'a vu sur l'année écoulée, n'ont pas faibli, c'est-à-dire qu'ils ont continué à sortir, éditer des titres, avoir une actualité cinéma permanente, que les boutiques, les lieux physiques dématérialisés soient ouverts, soient fermés. Il faut quand même rappeler que Amazon, pendant le premier confinement, a fermé son bouton culture. Vous ne pouviez plus acheter de DVD, Blu-ray, de bouquins pour vendre, entre guillemets, que l'essentiel. On s'est aperçu que l'essentiel, c'était aussi des parasols, des tondeuses à gazon, etc. Donc, il y a une notion d'essentiel qui est différente. On est heureusement sorti de là. Il y a eu la réouverture des magasins, etc. Novembre, de nouveau confinement dans une période qui est très importante pour l'édition physique, DVD, Blu-ray, puisqu'on est sur les sorties de Noël, coffrets, etc. Le temps que les magasins rouvrent, à partir de fin novembre, un magasin, ça ne se trouve pas comme ça en 2 secondes, en 2 jours, par rapport au approvisionnement, par rapport au personnel, etc. Donc, on continue à avoir des zones de turbulence, mais malgré tout, on est toujours présent. On est là parce que ça nous a semblé important vis-à-vis de nos partenaires, des points de vente, des acheteurs, d'être toujours présent et d'être là avec une actualité, des professionnels, de la presse, du public qui est demandeur. Après, c'est vrai qu'on vit une époque, 1 an à peu près, très bizarre, où, on en parlait en aparté tout à l'heure, on n'a jamais, entre guillemets, parlé autant de l'actualité DVD, Blu-ray et VOD qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de sortie salle. Donc forcément, tous les quotidiens, les hebdos, les mensuels, sites internet, le masque et la plume, qui fait constamment l'actualité du patrimoine, on en rêverait envie de toute la vie. Bon, on sait que c'est que passager, mais c'est à la fois génial et en même temps assez surréaliste, parce que ça ne devrait pas être comme ça. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que grâce à une actualité qui existe, tous supports confondus, c'est-à-dire physique ou dématérialisé, on continue à parler cinéma, à transmettre, et ça, c'est capital. Après, c'est pas pour ça que d'un seul coup les ventes ont augmenté en flèche et que tout le monde s'est rapatrié sur le DVD Blu-ray. Idem sur la VOD transactionnelle, qui n'a pas beaucoup évolué de manière positive, alors qu'on a pu croire. C'est, évidemment, un boom absolument énorme des plateformes
SVOD, donc par abonnement, où vous payez 5 € par mois, 10 € par mois, donc c'est de la télé. Même si vous pouvez, c'est du pay-per-view, c'est de la télé. C'est pas l'acte que vous avez, même si vous pouvez choisir dans une masse, mais c'est pas là que vous avez d'aller dans un vidéoclub, même s'il n'y en a plus beaucoup, louer un film, dans une médiathèque, dans un magasin, etc. Donc je dis pas que c'est pas bien, et tout ça doit être complémentaire, mais voilà, il y a ce constat-là. Après, pendant un an, j'ai le sentiment, je sais pas ce que pensent mes camarades, mais qu'on a finalement, les gens ont jamais vu autant de cinéma chez eux. Enfin, de manière générale, et forcément chez eux, que ça soit en ressortant sa collection de DVD tech qu'ils avaient, en achetant des nouveaux, en regardant en VOD, beaucoup la télé, on n'en a pas parlé, mais les télévisions qui font un vrai travail éditorial, je pense à Arte, je pense à Ciné+, OCS, font des très très bons scores d'audience. Alors c'est un travail de fond, hein, c'est pas parce qu'il y a le Covid que d'un seul coup les audiences ont été multipliées par 2, mais ce travail-là est là, et il y a de la cinéphilie qui est imprégnée partout, et c'est vrai que c'est important de dire qu'on ne travaille pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, et chaque individu a sa manière, ses préférences de voir des films de telle ou telle manière. Il y a des gens qui vont voir des films de patrimoine en salle, mais ne vont pas forcément le voir en vidéo ou pas forcément en télé, et vice-versa. Et puis il y a des publics qui convergent. Donc ça, c'est vraiment important de dire qu'on est l'un avec l'autre. Après, chacun a ses préférences, mais pas d'opposer l'un avec l'autre. Et donc c'est pour ça que c'est important que le DVD physique et Blu-ray, parce qu'il y a un public, continue à exister et perdurer, même s'il y a du dématérialisé, et vice-versa. Comment ça coexiste justement, Natacha Missov? Parce qu'on a vu dans vos deux maisons, par exemple, des DVD sortir issus du fonds de Marine Karmitz. Alors ça peut être du Chabrol, du Truffaut, du Kiarostami, Chaplin aussi. Et puis en même temps, on les trouve sur une grande plateforme, Netflix, pour pas la nommer. Comment est-ce qu'on se lance dans l'édition DVD, Blu-ray, Ultra HD, tout ce que vous voulez, quand on sait que par ailleurs ces films sont disponibles sur des plateformes par abonnement? Kiarostami, c'est un peu à part. Pour le coup, c'est pas sur Netflix, ou alors j'ai vraiment raté un truc. Mais non, je parlerai surtout de Chaplin, parce que au-delà de la présence des films sur Netflix, c'est des films qui ont été multi-édités, qui sont régulièrement montrés en salle. Il existe du coup beaucoup d'éditions, avec des masters différents, plus ou moins bien restaurés, avec plus ou moins de bonus, parfois zéro, il existe des coffrets, etc. Et pourtant, on est persuadé qu'il faut rééditer Chaplin pour le remettre en avant, et puis qu'il n'y ait pas... Il ne faut pas que le DVD devienne poussiéreux comme le film de patrimoine va devenir poussiéreux. Donc, il faut que ce soit remis en avant, il faut que ce soit retravaillé. Alors c'est pas facile, parce que, et c'est là où l'objet me semble vraiment très important, c'est que nous, par exemple, on a agrémenté les éditions avec des livres. Il fallait aller plus loin. Chaplin, c'était plus seulement quelques petits bonus, etc. C'était un gros travail d'édition collector. Et aussi un gros travail, par exemple, avec une nouvelle charte graphique, où on a essayé d'apporter un nouveau regard sur les films de Chaplin. Après, ça marche ou pas, mais en tout cas, il y avait une vraie réflexion. Les précédentes éditions, c'était quelque chose de très coloré, assez grand public, etc. Et nous, on a fait un choix d'avoir quelque chose de très graphique, peut-être un petit peu plus prestige, en tout cas, dans l'objet. Et finalement, toutes ces éditions coexistent, et en même temps, on a réussi à avoir de la presse. Donc, tout à coup, quelqu'un qui, peut-être, il connaissait Chaplin, sauf qu'il n'y avait pas pensé, ça lui a remis en tête, et puis il s'est dit, l'édition est belle, je vais l'offrir, etc. Et pour le coup, donc, le film, il était disponible, Netflix, DVD, où vous voulez, c'est pas grave. Comme disait Vincent, on perd pas des ventes, parce que le film est sur Netflix. Pour être très honnête, là, on s'était dit que ça aurait pu être plus vertueux. C'est qu'au moment où ça a été mis sur des plateformes, et ça, c'est peut-être quelque chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, comment communiquer, par contre, en commun. Ça aurait pu être intéressant. Que justement la diffusion sur tous ces médias soit mise en avant. Quelle que soit votre pratique, vous pouvez avoir accès au film. Et c'est ça qui est génial. Donc on avait à la fois ce travail de peut-être faire des éditions très prestige, des beaux objets, dans l'air du temps de ce qu'on a envie d'avoir aujourd'hui sur le patrimoine. Et à la fois, tant mieux, si vous n'avez pas envie d'acheter le Blu-ray, mais allez sur Netflix.
Puis vous l'achèterez peut-être après d'ailleurs. Je dirais juste pour rebondir, c'est comme vous pouvez le voir aussi en salle de cinéma en temps normal. Ces films-là passent à la télé tout le temps. Précédemment, avant qu'ils soient chez Netflix, ils étaient sur Amazon Prime. La personne en avait parlé parce que d'un seul coup Netflix arrive, c'est le Nirvana. Mais c'est des films, et puis Netflix, ils vont plus y être dans quelques mois parce que c'est comme pour une chaîne de télé, ils sont là 12 mois, ils repartent, ils vont être ailleurs, etc. Donc tout ça est très mouvant. Mais c'est vrai que Chaplin est partout et on peut le consommer, l'acheter en DVD, en VOD, en télé. Et je pense que c'est à la fois des publics communs et des publics différents. Donc il faut surtout se couper d'aucun public. Quand vous choisissez de parler à un film, parce que quand vous parliez, par exemple, Camille Nevers tout à l'heure, c'est pas grave, c'est pas l'objet physique qui m'intéresse. Malgré tout, prenons un exemple, des Chabrol sortent en DVD et sont en même temps sur Netflix. Vous allez mettre plutôt en avant quoi ? Le film lui-même ou peu importe où il est, parce que c'est quand même le fait qu'il existe, parce qu'il y a une campagne soit de promotion de Netflix, soit du DVD qui va, peut-être pas vous, mais vos supérieurs. Oui, c'est ça. Oui, Jérôme Garcin, il a tendance à marquer toujours l'éditeur de l'objet physique et pas. D'ailleurs, en plus, les auditeurs engueulent quand on parle trop des plateformes et des films, parce qu'il existe aussi des films de plateforme Netflix. Non, c'est plutôt l'éditeur, bien entendu. C'est normal, l'indépendant qui sera toujours mis en avant. Après, bien entendu, qu'on parlera du film. Parfois, quand il y aura un bonus, enfin quelque chose de l'ordre de la façon dont la publicité a été faite. Et je sais que certains de mes camarades au Masque et la Plume en parlent. Enfin voilà. Mais c'est toujours pour moi le film qui prime. Et c'est très bien de pouvoir reparler de Chabrol ou de Truffaut ou de Piala. Enfin, et en effet, l'année du confinement a été une sorte de plaisir, parce que c'est vrai que on n'en parle pas assez, les salles sont fermées, mais il y a beaucoup de mauvais films qui sortaient toutes les semaines. Là, on peut avoir un choix, donc plutôt des bons films. Avec le recul, on a plutôt le plaisir de parler de choses sur lesquelles on revient, soit qu'on les a vues en plus adolescentes, ou des choses de Chaplin. Enfin, c'est très bien. Chaplin, qui est sans doute un des plus populaires, même si je me demande encore est-ce que sur Netflix, des gens vont mettre un film en noir et blanc. Est-ce que ça existe encore ? Je sais que j'ai des neveux qui voient du noir et blanc, ils fuient tout de suite. Enfin, donc moi, je m'intéresse plutôt à comment est-ce que vous faites pour aller vers un public qui soit disparaît, soit stagne, soit je ne sais pas comment on le récupère, avec à la fois du Chaplin, avec aussi du Ferrara, enfin, ou du Chabrol, etc. Enfin, avec une édition qui à la fois soit de prestige et en même temps de prescription pour les prochains spectateurs. Enfin, de ne pas les perdre, même si moi je suis plutôt confiante. Je pense effectivement que le cinéma n'est certainement pas mort, et c'est pas les séries ni les plateformes qui vont tuer, ni les objets physiques, ni les supports DVD, etc. Plus il y en a, et mieux c'est. Et quand on est cinéphile, on se ferait une école buissonnière tout seul. Mais après, c'est votre boulot qui m'intrigue sur comment vous décidez, en fonction j'imagine, des obligations techniques et financières, d'éditer ce film-là, et pourquoi de mettre en lumière ce cinéaste plutôt qu'un autre. Voilà, la question est posée, comment on choisit, et aussi comment, et ça je vous poserai la question, Laurent Cormier, puisqu'on sait que la question du renouvellement des publics est la grande obsession de votre président actuel, de rajeunir le public des salles de cinéma. C'est la question qui se pose à tout le monde. Comment on fait quand les ordinateurs n'ont même plus de lecteur DVD, et que beaucoup de personnes nous diront moi, je sais pas, c'est gentil de m'offrir un DVD ou un Blu-ray, mais j'ai rien pour le lire. Alors du coup, il y a des tonnes de questions en fait. En même temps. On va prendre d'abord la question de Camille Nevers et puis après la mienne. Alors déjà sur le choix des films, je pense que ça se fait un peu naturellement selon nos envies. On a des lignes éditoriales, et à la fois elles sont très larges, et à la fois de manière assez instinctive, en fait, je trouve qu'on arrive à se répartir les œuvres quelque part. Et puis parfois on a envie de la même.
c'est pas comme si l'histoire du cinéma nous offrait pas assez de choses pour qu'on soit frustré. Donc voilà, à mon sens, évidemment, il y a une question économique et en même temps, on fait un arbitrage entre. Enfin là, je parle pour nous. Je sais pas comment fonctionnent les autres, mais un projet qui sera peut-être un petit peu plus viable économiquement et qui permettra d'en faire un petit peu plus compliqué. Comme n'importe quel, je pense même distributeur de films en salle, éditeur, voilà, patrimoine ou arrêt-essai, c'est un équilibre à trouver entre ses envies et ne pas couler la boîte malgré tout. Et après, par rapport aux jeunes, au renouvellement du public, alors déjà, effectivement, Laurent parlait tout à l'heure du salon DVD à Lyon. Les gens qui viennent nous voir au salon DVD à Lyon, c'est incroyable le nombre d'adolescents de moins de 25 ans, on va dire, comme ça catégorise, qui viennent et qui achètent. Alors après, ils n'ont pas un porte-monnaie sans fond, donc ils choisissent. Les salons, c'est bien aussi parce qu'on fait des prix, et tant mieux. Et en plus, on est là pour leur parler, donc c'est formidable. Mais je pense qu'il y a une relève assurée dans l'envie d'avoir l'objet. Après, on fait avec ses moyens, on fait... voilà. Et puis après, en tant qu'éditeur aussi... alors nous, on a des films souvent assez durs, donc je veux dire, on ne s'adresse pas aux moins de 10 ans, rarement, quoi. Mais quand c'est le cas et quand on peut, et on l'a fait sur Kiarostami, on l'a fait sur Chaplin, et je compte continuer à le faire, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de créer des bonus directement à l'attention des enfants. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un parent qui soit là pour acheter l'objet et le mettre dans le lecteur, mais j'ai travaillé avec des gens qui réfléchissent beaucoup à l'interactivité avec l'enfant et à lui parler directement pour lui faire découvrir ce que c'est un plan et une taille de plan. Et même à 5 ans, en fait, on peut instiller des petits mots comme ça et éveiller la curiosité de comment sont faites les images. Et puis plus ça va, plus on peut aller dans le détail. Mais voilà, les bonus jeune public, c'est pas uniquement sur les films pour enfants. Et je pense qu'à travers ça, on peut renouveler quand même. Et après, ça se fait par l'éducation à l'image de tous les dispositifs. Parce que finalement, là, on parle de cinéma, mais c'est très important qu'il y ait un renouvellement du public en salle. Parce qu'on est tous tellement abreuvés d'images qu'il va falloir qu'il y ait de l'éducation et à un moment qu'on aille vers des images peut-être un peu moins formatées. Enfin voilà, tout ça, ça va être effectivement très important. Mais je crois que les éditeurs l'ont en tête et le travail... oui, le travail, quoi. Laurent Cormier, comment est-ce que le CNC accompagne justement ces éditions pour renouveler le public, et elle peut articuler l'édition DVD, support physique, je ne vais pas dire à chaque fois Blu-ray, Ultra HD, etc., avec l'éducation à l'image, par exemple? Oui, ce sont des usages qui se complètent, comme le disait Natacha, comme le disait Vincent. C'est-à-dire qu'on a des personnes, des jeunes. J'ai l'exemple de mon fils qui est passionné de Tolkien. Il va regarder les films autant qu'il peut, mais son grand plaisir, c'est d'avoir le coffret intégral et il le garde précieusement dans sa bibliothèque. Et c'est un garçon qui a 22 ans, et voilà. Et il a ça depuis très longtemps. Donc ce sont des objets qui se gardent, et c'est ça l'essentiel. Et puis on les consomme ailleurs, sur d'autres types de supports, si besoin était. Mais on veut garder l'objet parce qu'on est attaché à son contenu. Et ça reste fondamental, et ça se transmet de génération en génération. C'est là où l'éducation, effectivement, a une grande part de responsabilité, tant les parents que l'école, et que l'éducation à l'image. Évidemment, c'est des messages qu'il faut faire passer, c'est des réflexes qu'il faut faire passer, qu'il faut éduquer sur ce terrain-là. Donc ça, c'est certain. Donc nous, on essaie de travailler à ça, on essaie d'inciter les écoles, l'éducation nationale à mettre l'accent sur l'éducation à l'image, à développer ces programmes-là de manière beaucoup plus large, et pas seulement ponctuellement école par école, mais d'avoir vraiment des classes d'âge entières qui puissent bénéficier de ce genre de dispositif-là. Et c'est par ça que ça passe, effectivement, pour apprendre aux enfants, aux adolescents, d'avoir le bon réflexe. Il y a des choses qu'on peut consommer comme ça, et puis d'autres choses qu'on peut garder, comme sur le livre, comme sur... c'est le même raisonnement. Donc c'est un travail de fond qu'on essaie d'entamer et d'accentuer dans les années à venir. Oui, c'est indispensable.
vous allez peut-être me détromper parce que j'ai suivi ça d'un peu loin, mais il me semble qu'il y a eu un grand mouvement pour apporter le cinéma dans les écoles, mais qui se passait sous la forme d'une plateforme, d'une sorte de ciné-club dématérialisé, plutôt que par l'acquisition de DVD. Est-ce que c'est bien le cas ? Après, c'est des questions de coût et de simplicité d'accès, mais l'idée générale, on peut tous reconnaître, je pense, que la dématérialisation est un outil de diffusion éminemment pratique, éminemment économique et permettant de toucher un maximum de gens en même temps. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même extrêmement intéressant et on aurait tort de ne pas s'en priver. Après, il faut développer à côté de ça l'éducation à l'image, l'éducation à l'histoire des images et l'éducation à pouvoir revoir ces images. Donc ce sont deux discours complémentaires qui doivent se juxtaposer et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire j'ai accès facilement à des images. Maintenant, ces images, je voudrais pouvoir les revoir et travailler dessus, et les montrer et en discuter avec d'autres et les voir collectivement. Et il faut que j'ai le réflexe d'aller chercher le support qui va bien pour pouvoir le faire par la suite. Donc c'est un raisonnement un peu différent et qu'il va falloir inculquer à toutes les jeunes générations, mais certains le font déjà, certains enseignants le font dans leur classe et c'est un travail remarquable que certains d'entre eux vont faire avec des cahiers où ils vont coller des images, etc. Et ça donne aux enfants le goût d'avoir le support physique qui illustre le film qu'ils ont pu voir dans une salle ou sur Internet dans le cadre d'un système dématérialisé. Mais il faut que ce raisonnement-là, cette pratique-là se développe davantage, oui. Donc là, c'est un gros travail qu'on a devant nous. Juste si je peux me permettre, parce que les professeurs avec lesquels nous avons échangé, ils préfèrent le support physique. On n'a peut-être pas parlé au même, mais du coup, dans leur classe, pour eux, c'est plus simple de montrer un DVD. Et bon, je pense essentiellement à des professeurs de cinéma, c'est avec eux qu'on est en contact dans l'édition. Mais voilà, ils sont quand même un peu plus sur le matérialisé que le dématérialisé pour l'instant. Tu m'achèves ? Mais alors, pour revenir à... C'est juste quelque chose qui m'avait marqué dans cet appel des 85, c'était de rappeler, et c'est quelque chose dont j'avais pas forcément... de rappeler que l'éditeur est quand même un maillon important dans la restauration des films, dans le fait d'entretenir la mémoire de certains objets, etc., mais aussi d'aller récupérer des copies 35 mm, etc., dans la localisation des films, dans le traçage, etc. C'est-à-dire, c'est pas seulement remettre des films sur l'étalage, c'est aussi un maillon très important de la vie physique, du matériel des films, de la connaissance des films, etc. Et ça participe d'une vie industrielle aussi des films, qui est quand même très importante. Et on se rend compte que, l'histoire du cinéma, c'est majoritairement de l'oubli. C'est des énormes masses de films qui disparaissent de la conscience collective. Et le travail, c'est toujours d'aller les repêcher, d'aller rechercher. C'est spéléologique, quoi. C'est vraiment toujours ça. Du coup, il y a cet apport des éditeurs, quand même, qui est important, qui est de relancer la conscience qu'on pouvait avoir d'un pan du cinéma. Je vois, par exemple, il y a le coffret... Maurice Engels et Ruth Orkin qui ressort. Il y avait déjà eu une édition précédente et là il ressort avec un nouveau film, I Need a Ride to California. C'est intéressant parce que ce film on le voyait pas du tout, on savait même pas qu'il existait, etc. Et tout à coup ça revient, c'est assez fort. Il y a bientôt les films Canoun de Kiarostami qui à part la présence dans des rétrospectives en France qui réapparaissent comme ça et qui reviennent dans la conscience. Il y a une vie psychologique aussi des films qui fait que, comme des comètes, les choses reviennent à cycle régulier, comme ça, dans l'orbite de la cinéphilie. Et c'est aussi ça, je crois, qui est important de dire. Et c'était quelque chose qui était formulé dans l'appel des 85, qui était, pour moi, assez important de rappeler, de prendre cette conscience-là, du rôle vraiment des éditeurs dans cette espèce de vie des films. Vincent-Paul Boncourt. Je pense que oui, c'est capital, que ce soit éditeurs, distributeurs de films en salle. Un certain nombre d'éditeurs sont aussi distributeurs
pas forcément tout le temps, mais donc on travaille pas mal d'entre nous sur les différents supports. On se dit pas, voilà, on va faire travailler que la salle, que la vidéo, que la télé, que la VOD. Mais c'est vrai qu'on infuse ce travail-là aussi bien en préservation des œuvres des films, comme Laurent le disait, par rapport au plan d'aide à la restauration des films. C'est important de les restaurer, de les préserver, mais surtout, et aussi de les diffuser. Et les diffuser, ça veut dire des diffusions à la télévision, en VOD, en télé, dans les festivals, etc. Et c'est vrai que le rôle d'éditeur ou de distributeur, comme des rôles de festival, de sélectionneur, c'est d'un seul coup donner un coup d'éclairage sur l'œuvre d'un cinéaste, d'un genre, d'une rétrospective, etc., de films oubliés, de films plus ou moins, de films connus, d'avoir ce mélange des genres. Ce qui nous passionne, je pense, nous, à travers Carlotta et la plupart d'entre nous, c'est de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en effet, on a notre ligne éditoriale et souvent on pose la question comment vous choisissez vos films. Alors déjà, on pioche pas dans un catalogue. Chaque acquisition qu'on fait, c'est une acquisition volontaire pour faire exister le film. Et puis c'est des films, je dis souvent, qui nous ressemblent en fait, qui ressemblent à l'image de Carlotta, même si on est très divers et variés. Certains films pouvant être sortis par d'autres, etc. Je veux dire, voilà. Mais malgré tout, c'est des films qui nous ressemblent, et donc ce rôle de prescripteur, de curateur est, je pense, capital, aussi bien sur des œuvres qui peuvent paraître connues. Je pense à Ozu, par exemple. Si tous les ans on revient sur Ozu, c'est parce que on va pas faire un lavage de cerveau sur Ozu, mais c'est parce que je pense que on peut revenir avec des nouveaux films inédits, des restaurations, etc. Et qu'à force que on parle de Ozu à juste titre, on s'ouvre à de nouveaux publics, on en parlait, qui n'avaient peut-être pas la formation il y a 1 an, 2 ans, mais qui, à force d'en avoir entendu parler, se disent je vais peut-être me plonger sur Ozu, soit à travers un livre, soit à travers le passage d'un film en VOD, soit à travers un coffret. Et on voit très bien que le déclic, et on le voit sur les retours des spectateurs, de nos spectateurs qu'on peut voir dans des festivals, des marchés, ou sur les réseaux sociaux, il y a un moment, il y a un déclic qui se passe, ou pas d'ailleurs, comme c'est l'essence même de la cinéphilie. Vous découvrez un film d'Ozu, et généralement, vous êtes enchanté, vous adorez, et vous allez en découvrir plein d'autres. Et vous allez découvrir d'autres cinéastes japonais, l'Asie, c'est ça qui d'un seul coup donne une ampleur incroyable et sans fin de la cinéphilie. Mais il faut qu'il y ait ce déclic-là, et qui passe par le travail, pas que du distributeur et l'éditeur, mais de l'ensemble de la profession. D'un seul coup, on donne une nouvelle actualité, et c'est pas juste un film qui va apparaître sur une liste de 2000. Vous mettez Voyage à Tokyo d'Ozu, qui est peut-être son plus connu, vous le mettez sur un site internet, s'il est mélangé dans 2000 titres et s'il n'est pas mis en avant, pas éditorialisé, il ne sera pas vu. Ou il sera vu par les quelques connaisseurs qui aiment déjà Ozu, ou on leur en a parlé, etc. Et nous, ce qui nous anime, c'est d'aller toucher tous les publics, ceux qui connaissent déjà ce film-là, mais qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, ou on en a juste entendu parler, et puis tout un public qui ne l'a jamais vu et qui va le découvrir. Et c'est comme ça qu'on gagne un spectateur, pas spectateur, mais par ce côté curateur qui est, je pense, nécessaire plus que jamais aujourd'hui, quel que soit le support, en fait. D'autant que l'intérêt, quand vous avez un certain nombre d'années d'existence, moi je me souviens, à vos débuts, vous avez sorti Salo de Pasolini, puis vous l'avez ressorti récemment autrement. C'est-à-dire que vous avez retravaillé l'éditorialisation, les bonus, etc. Est-ce qu'à chaque fois on se dit il faut que je le sorte d'une certaine façon parce que l'époque a changé, ou parce que c'est comme si on faisait une réédition complètement transformée? Je dirais sur un certain nombre de films qui le supportent, parce qu'il y a des films qu'on ne peut pas sortir tous les 10 ans. Il y a déjà le support. C'est vrai que Salo, on l'avait sorti en DVD, qui était la révolution il y a 20 ans. Chez soi, le DVD, c'était pas que l'objet, c'était la galette en elle-même, où vous pouviez voir le film dans ses différentes versions, des suppléments, l'éditorialiser, comme on pouvait jamais le faire auparavant avec les VHS. 10 ans après, parce qu'aujourd'hui tout va très vite, 10 ans après est arrivé le Blu-ray, donc on l'a sorti en Blu-ray avec un nouvel élément, nouveau master, et là on a de nouveau gagné en qualité d'image, de son, et puis aussi d'interactivité. Le nouveau support qui vient d'arriver, c'est le 4K UHD. Je suis pas sûr qu'on sorte Salo en 4K UHD, parce qu'il déjà existe très bien de très belles éditions, mais en même temps on revient constamment sur des œuvres des cinéastes, et Pasolini est un bon exemple, parce qu'il y a des films où on a les droits à un moment donné, mais on les perd aussi. On peut les retrouver, puis à un moment on peut pas renouveler tous les titres, ou alors on renouvelle pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, un nouvel éditeur, etc. Et là, ça, par exemple, sur Pasolini, où on avait sorti il y a à peu près 20 ans, un peu moins de 20 ans, en plus de Salo, la trilogie de la vie, ces films des années 60, on les avait perdus il y a un petit moment en vidéo, des rachats de catalogues et autres. C'était ressorti par une société M6 SND, et qui maintenant, on vient de faire une nouvelle licence auprès d'eux,
parce que je dis pas qu'ils s'intéressent plus aux DVD Blu-ray, mais le marché est plus, pas confidentiel, mais plus le marché tel qu'il était auparavant, et pour une grosse structure, ils préfèrent finalement pas revenir en arrière, mais se dire on a un niveau de marché qui est là, qui existe, qui est présent, mais nous, grosse structure, on n'a plus cette capacité-là, ce temps et l'argent pour aller là-dessus, et on préfère peut-être aller sur Kaamelott et en vendre des dizaines de milliers de plus. Et puis, les films de Pasonis, finalement, sont mieux chez Carlotta, et seront mieux dans un ensemble, et donc on va ressortir l'année prochaine, enfin cette année ou l'année prochaine, ces films des années 60, tels que Médée, Hackathon, qui vient d'être restauré en 4K par Bologne, et qu'on avait perdu. Donc tout ce rapport aussi mouvant, et puis aussi une envie, comme on a des distributeurs sur des films nouveaux, d'aller suivre un cinéaste et sortir de nouveaux films de tel cinéaste. On l'a aussi sur le patrimoine, même si les cinéastes ne sont plus de ce monde, mais ils sont constamment tout le temps présents via des nouvelles actualités, des nouvelles restaurations et ce travail éditorial qu'on peut faire. Je voudrais revenir sur la question des bonus dont on parlait tout à l'heure et à qui ils s'adressent. Mathieu Macheret, vous n'êtes pas seulement à écrire sur les DVD, Blu-ray, etc. qui sortent, mais vous participez aussi à des bonus. Est-ce que vous posez la question quand vous préparez à qui je vais m'adresser? D'ailleurs, ce mot de bonus est assez affreux. Il faudrait vraiment trouver des suppléments, des notes, un appareil critique. Oui, d'autant plus qu'on trouve de tout. C'est-à-dire, ça peut être un intervenant devant sa bibliothèque, l'homme-tronc qui parle à la caméra, mais ça peut être des documentaires aussi, des making-of qui ont été tournés. Ça pouvait être la grande époque des analyses de Jean Douché. Oui, il y a plein de choses. Non, quand on fait un bonus, à qui est-ce qu'on s'adresse? C'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'il y a 1000 façons de faire un bonus. Ça dépend aussi de ce que l'éditeur nous demande, de ce qu'il a dans l'idée. Ça peut être de brosser le paysage du film, de restituer le contexte, de livrer une analyse, ou des fois on peut nous faire intervenir sur une séquence, proposer comme ça un passage clé du film, et puis d'être vraiment plus dans la succession des images, la fabrication des choses, etc. Ou alors des fois de brasser comme ça la carrière du cinéaste. Ça dépend aussi de la stratégie un peu de l'éditeur, de la façon dont il essaye de rassembler les choses dans ses suppléments, mais c'est toujours un exercice intéressant parce que ça sort comme ça. On n'écrit pas forcément un texte comme on le fait d'habitude pour publier. C'est autre chose, c'est une espèce de réaction devant la caméra. On vient souvent de revoir le film et on est plus dans la reproduction de ce qui peut se passer, par exemple, quand on vient présenter un film en salle et en débattre après avec les spectateurs. C'est de l'ordre de la critique orale, quoi. Voilà, il y a quelque chose plutôt d'une transmission orale qui s'active à ce moment-là, même si elle est médiatisée, évidemment, par le fait que c'est filmé et que ça se retrouve comme un objet vidéo dans le packaging final. Mais il y a eu un moment, en tout cas une période intéressante, à un moment où ça a continué de diverses façons, mais il y a eu un moment, je ne saurais plus exactement le dater, mais courant des années 2000, où les bonus ont été hyper éditorialisés. Même à un moment, je me rappelle, c'est ce qu'avait fait MK2 avec les coffrets Doyon, confié au cinéaste lui-même. Le rôle de tourner ses propres bonus, d'aller retrouver ses acteurs, etc., ses collaborateurs. C'est le cas pour Cavalier, par exemple. Ouais. Les suppléments de Cavalier font partie de l'œuvre de Cavalier. Oui, c'est des choses intéressantes. Voilà, il faut arriver à trouver une bonne voie entre le bonus un peu routinier. Bon, c'est le cas, ça existe. Et puis cette idée qu'on peut toujours les renouveler, qu'on peut toujours trouver de nouveaux dispositifs. Il y a quelque chose qui est apparu, qui a été fait un peu dernièrement. C'est des conversations entre critiques, où tout à coup on a un champ contre champ, ils sont face à face, on se retrouve dans une espèce de conversation cinéphile, etc. Enfin voilà, il y a toujours il y a aussi là-dedans des formes, même si voilà, c'est une forme qui n'est pas forcément de l'ordre d'une création artistique, mais ça peut l'être aussi. Et c'est un champ voilà, qui est toujours en mutation. Ouais. C'est une question qui va au-delà même de à qui s'adresse le bonus. Je pense que c'est la même chose quand vous écrivez chacun sur des films, par exemple Camille Nevers. Est-ce qu'on s'adresse à un entre-soi cinéphilique avec des références où il faut vraiment avoir déjà fait un grand parcours dans le cinéma pour comprendre de quoi parlent ces bonus ou de quoi parle une critique, ou en se disant on va réussir en donnant de l'appétit à attirer des gens qui a priori ne sont pas des grands cinéphiles. Ouais. Oui, c'est évidemment qu'on écrit
pas pour ses collègues. Enfin, je sais pas, j'ai été une jeune lectrice de critiques et spectatrice de films, enfin comme ça. Donc après, je pense que la cinéphilie c'est vraiment une minorité. Après, quand j'écris, j'ai jamais fait de bonus à part pour un de mes films, mais ça donc rien à voir. Je pense que l'intérêt, c'est de parler des films dont on pense qu'ils devraient être davantage mis en avant. Et donc, je pense que l'édition, la production, enfin tout le cinéma devrait être curieux de ce qui a été fait, de ce qui se fera. Et peut-être que c'est une question que je me pose, parce qu'on sait que dans les arcanes d'Internet, etc., il y a des lieux où des gens comme ça, un curieux cinéphile, mais pas que, cherchent des films qu'on ne trouve plus nulle part. Et donc, il y a des sortes d'échanges sous le manteau, de copies VHS, de trucs pas possibles. Et je vois qu'il y a des pans du cinéma, et pas si vieux. Pour moi, un cinéma important des années 90, du cinéma français. Là, je vois que Peau de vache de Patrice Amazui, qui est un film des années 80, a bénéficié d'une réédition, enfin d'une édition DVD. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de... Là, on ne va pas se la jouer Danel et Griot, mais il y a un côté, il faut faire passer par la parole de la critique que nous sommes l'existence de films qu'on ne peut plus voir, avec l'espoir qu'un jour, quelqu'un, chez Carlotta, puisse... récupérer la perche et sortir ces films qu'on ne voit plus. Enfin, je sais pas, je pense à Laetitia Ferrara-Barbosa, les films de Daniel Dubrou. Enfin, il y a plein de films comme ça des années 90 ou d'Hervé Leroux, français. Donc, je pense que ça doit être qu'on peut y avoir accès, pas trop, qui n'existent plus pour le spectateur, qui ne sont jamais montrés à la télé parce que c'est un cinéma d'auteur quand même, et qui sont en même temps des films qui à l'époque étaient vus. Enfin, c'est de l'ordre de Chabrol pour moi. Enfin, c'est pas des films ultra confidentiel. Et donc pour moi, c'est peut-être la seule question en tant que critique, cinéphile et curieuse de ce qui se fait encore récemment et de la vie du cinéma telle qu'elle va. C'est comment vous pouvez faire que cette part, pas seulement patrimoniale, parce qu'Ozu c'est magnifique, sublime, etc., et Chaplin aussi, mais on ne peut pas dire qu'il y a un enjeu de redécouverte en termes on ne savait pas qui ces génies étaient, mais sur peut-être des cinématographies plus confidentielles, plus oubliées, que vous pourriez, comme éditeur, comme producteur, presque, reproduire pour redécouvrir des choses qui me paraissent importantes et pour lesquelles, je sais pas, je ne suis pas dans le marketing, mais il doit y avoir un public, enfin, pour acheter ça, pour redécouvrir ça. Vous allez répondre puisque vous êtes interpellé, mais pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, on va faire un petit encadré, comme on appelle dans les journaux. Mathieu Macheret, parce que vous avez écrit dessus dans les cahiers du cinéma, il s'est passé à partir du premier confinement effectivement quelque chose d'assez inédit. Alors vous avez mentionné le nom, on peut le dire. Il y a un groupe Facebook, j'ai regardé ce matin, ils en sont à 15 000 membres. D'échanges comme ça, qui s'appelle La Loupe. D'échanges. Il y a d'autres sites. J'en donne un. Par exemple, on a vu des communautés comme ça. Alors avant, on appelait ça le peer-to-peer. Ça se passait plus ou moins sous le manteau. Maintenant, ça s'est fait presque au vu de tous, d'échanger des films. Alors au début, ça a été un peu tous les films, puis ça a été rapidement recadré uniquement sur les films introuvables, très rares, indisponibles. Voilà, dès qu'il y avait OD ou DVD, c'est interdit de partage. C'était modéré, c'est très bien modéré ce groupe. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Mathieu Macheret ? C'est-à-dire que ça a correspondu au moment où les salles fermaient et où tout à coup il y a des groupes de cinéphiles, d'amateurs de films qui se sont un peu constitués en ligne, notamment sur Facebook, pour pouvoir partager des films un peu dans un moment d'angoisse, de peur du manque. D'abord, ça a été ça. C'est-à-dire, on va se partager des trucs, on est là. C'était vraiment provisoire. Voilà, censé être un mois, quoi. Enfin, ça devait s'arrêter à la fin du premier confinement. Au déconfinement. Ouais. Et du coup, c'était une sorte de petit laboratoire de partage comme ça, qui était très différent du piratage habituel, ce qu'on connaît du peer-to-peer, etc. Puisque ça mettait en contact une demande avec des disques durs. C'est les gens qui disaient tout à coup, moi, est-ce que vous avez ça ? Oui, moi je l'ai et je te le passe. Donc c'était de personne à personne, vraiment avec un désir et quelqu'un qui répond à ce désir. Donc ça, c'était intéressant. Mais surtout, ça engageait quelque chose de plus intéressant encore, c'est que tout à coup, le récit, les méchants pirates et la gentille offre légale, qu'on opposait de manière un peu, comme ce que disait Jean Labadie par
exemple, c'était rebattu. C'était pas si simple que ça. C'est-à-dire que parce qu'il y avait des éditeurs qui étaient sur ces groupes-là, qui participaient, qui veillaient aussi à ce que, voilà, justement, il y ait des règles qui soient établies. Et on a vu que justement, dans ce qu'on parlait tout à l'heure, la vie des films, etc., c'est que il y a pour se rappeler des films, il faut pouvoir les voir, il faut que ça puisse être remis en jeu, partagé. Et souvent, ce travail de défrichage est fait par des gens qui peuvent être alternativement éditeurs, etc., ou simples spectateurs. Mais surtout qu'il y a aussi un drôle de jeu. Comment dire, le droit d'auteur, enfin les droits sur les films, etc., l'aspect juridique des choses est souvent extrêmement vertueux, mais participe aussi parfois au fait d'oblitérer certains pans du cinéma, empêche de voir certaines œuvres. Le cas le plus criant et le plus intolérable, c'est celui de Jean Eustache, quand même, qui est quand même... Voilà, peut-être l'un des plus beaux films du cinéma français, un des grands chefs-d'œuvre, c'est La Maman et la Putain. Ce film est aujourd'hui invisible. C'est un truc, voilà, enfin, je veux dire, pour tout amateur de cinéma, c'est quand même quelque chose. Voilà, il y a ça, et on pourrait parler de plein d'autres choses. L'ancien catalogue Jacques Leglou avec les films Diagonales produits par Paul Vecchiali, c'est un truc qui est inéditable aujourd'hui. Il y a comme ça des énormes pans du cinéma que... Et oui, l'aspect droit d'auteur, juridique des choses ne permet pas toujours de voir. Et donc, pour que ça vive à un moment, il faut que ça en passe par des canaux clandestins. C'est inévitable. Pour qu'un jour, un éditeur s'en empare, et quand ces zones-là sont clarifiées, évidemment, le remettre au goût du jour, bien sûr. Mais on voit que le circuit est beaucoup plus complexe que d'opposer le légal à l'illégal, etc. C'est trop simpliste. Il y a des... Voilà. C'est ce qu'on a vu un petit peu avec ces groupes-là. Alors je pense à ça, mais il y aurait peut-être d'autres exemples qui ne me viennent pas forcément à l'esprit, de cinématographie enfouie, qui sont bloqués. Je crois qu'il y a toute une partie de l'œuvre de Claude Chabrol, les années 70, produite par Paul Génovèse, par exemple, qui, aujourd'hui, on ne peut pas forcément en faire grand-chose. Voilà, il y a des tas de pans comme ça. On l'a vu, on s'en est rendu compte. Et on voit que les partages, oui, sont beaucoup plus subtils qu'on pouvait le dire. Et que des fois, des films se maintiennent, persistent, sont préservés dans l'esprit des gens parce qu'on peut s'échanger une copie sur un de ces cénacles. Mais ça, oui, ça a alimenté un petit peu la réflexion, et je pense que ça a créé peut-être de nouveaux rapports, voilà, entre la cinéphilie, les éditeurs, les potentiels acheteurs, etc. Qui sont-ils ? On a vu que il n'y avait pas non plus de frontières si étanches entre ceux qui téléchargent et ceux qui achètent aussi les belles éditions, etc. C'est souvent les mêmes. C'est intéressant aussi, cet aspect-là des choses. On y voit aussi beaucoup d'étudiants en cinéma très demandeurs de listes, demandant des listes avec deux personnes dans une voiture ou avec un landau qui descend des escaliers. Donc je ne sais plus qui répond systématiquement. Le cuirassé Potemkin, ça marche pour tout. Alors comment ça a été observé du côté des éditeurs, justement, ces phénomènes-là ? Est-ce que vous regardez très précisément ce qui se passe en disant « Ouh là là, tout le monde tout d'un coup voudrait voir tel film, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de... » Et le fait que ces films soient échangés, que la frontière entre légal et illégal devienne très floue. Natacha Missaf. Alors moi je suis pas sur la loupe, je ne suis pas membre, mais effectivement, alors je suis ravie d'entendre que la modération est optimale aujourd'hui, parce que par contre au début du confinement, il y avait des films à nous, notamment certains qui étaient sortis au mois de mars en copie restaurée, et c'est con, mais il y a eu 15 jours et puis voilà. Donc ça c'était un peu rude, et pour le coup au départ on s'était quand même heurté voilà, on s'est fait insulter, pour être très honnête, quand on demandait à faire retirer des films qu'on avait édités, ce qui était quand même un peu légitime, et plus. Et donc tu avais les droits. Et dont j'avais les droits, et dont on avait fait une belle édition. Vous avez toujours les droits quand vous éditez des DVD, n'est-ce pas ? En théorie, oui. Oui, la plupart. Voilà. Il y a toujours quelques brebis galeuses, mais on ne citera pas une autre évidence. Donc voilà, et j'entends à titre très personnel, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à cette question, à titre très personnel, j'entends vraiment que cette pratique permet de faire vivre des œuvres qui sinon seraient tout simplement oubliées et enterrées. Mais juste pour
même si je comprends ça, juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est en tant qu'éditeur, c'est que, par exemple, là, vous me dites, La Loupe, c'est 15 000 membres. Nous, nos titres, c'est 1000 exemplaires. Et je pense qu'il y en a, je sais pas, les 2/3, c'est parmi les membres, quoi. Donc, OK pour se lancer dans un truc risqué. On fait ça à 50% de notre catalogue. Mais c'est vrai que si on se dit « Ah bah merde, il y a quand même 15 000 personnes potentiellement touchées, en fait, qui l'ont déjà », mais non, justement, s'il y a des copies dégueulasses en VHS, ces personnes-là, si le film qu'ils avaient oublié par ailleurs ou qu'ils ne connaissaient même pas était édité au contraire, ils l'achèteraient. 15 000. J'espère, j'aimerais avoir autant de fois. En tout cas, depuis que c'est modéré, moi je vois bien que c'est direct. Au contraire, ça fait de la pub à l'édition. Genre, le film existe soit en VOD, soit en édition DVD. Non, mais je veux dire, avant qu'on le fasse. Ah oui. C'est tout à coup. Bon, et par exemple, là, moi, il y a un film que je poursuis depuis 2015, qui n'est jamais sorti sur aucun support en France, que j'ai découvert en festival, et je remercie l'étrange festival d'avoir cette capacité justement à montrer des pépites oubliées. J'ai fini par trouver les droits et par avoir un accord de mon patron pour le faire. Je reçois une version restaurée et je réalise qu'elle n'est pas au bon format. C'est terrible pour moi parce que je suis extrêmement attachée à ce film, donc je me lance dans une recherche de comment je peux faire pour que le film soit restauré, etc. Honnêtement, ça fait 5 ans que je suis dessus. Hein. Si jamais je vois le film partagé, je vais être méga déprimée. Je vais dire, mais les mecs, ça fait 6 ans que je suis sur le film et que je fais exprès, alors qu'il a été restauré, sorti en Blu-ray dans une sale version, par la cinémathèque de ce pays, et que moi je me bats pour que, contre l'avis des héritiers qui ont décidé de couper le film parce qu'il fallait que ça rentre dans une télé 16/9 aujourd'hui, et que j'hallucine. Honnêtement, là je vais être dégoûtée si jamais je le vois piraté. Oui, puis tu peux te dire, est-ce que je peux me permettre économiquement de le sortir, même aidé par le CNC ? Puisqu'il aurait été vu par tant de personnes que ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas. Et là où je vous rejoins, c'est que c'est 15 000 personnes que je ne connais pas. Je ne fais pas non plus partie de ce groupe-là. Parce que ce qui me gêne un petit peu, même si Mathieu en parle très très bien, c'est quand même illégal. Voilà. Et qu'il y a aujourd'hui une sorte de décomplexisation générale de l'illégalité, et pas que dans le cinéma. Et tout doit être gratuit, faire payer, même on dit qu'on voit la salle de cinéma, la place de cinéma, c'est trop cher. Non, la place de cinéma, c'est pas trop cher. Et puis surtout, vous avez des tarifs étudiants, vous avez des cartes illimitées. Moi, quand j'avais 20 ans ou 18 ans, j'aurais adoré avoir la carte illimitée, où pour 20 €, vous voyez autant de films que vous voyez dans le mois. Vous avez à 10 € des abonnements légaux sur des sites internet. Donc c'est ce côté complètement décomplexé, même qu'on en a d'en parler là. Il y a 10 ans, on l'aurait caché sous le manteau. Ça existait déjà. Non, mais il me semble que c'est pas. Vous parlez de deux choses différentes. C'est-à-dire que ce qui est fort dans cette proposition, c'est que c'est des films qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une offre, mais c'est des films qu'on ne trouve plus ou qu'on ne peut plus voir et qui réapparaissent. Moi, je sais pas. Par ailleurs, les 15 000 qui sont sur la loupe, je ne sais pas, à chaque fois, il y a une centaine de personnes. Enfin, ils ne sont pas tous les 15 000 sur un film du Kazakhstan de 1950. Mais je me dis juste qu'après tout, s'il y a cette espèce d'appétit, de curiosité, et je pense de réalité d'un cinéma à redécouvrir ou à découvrir, enfin, ce travail de longue haleine de 5 ans, je ne pense pas qu'il faille en faire un ennemi. Je pense qu'au contraire, c'est des cinéphiles qui, si ils pouvaient acheter le DVD, ils l'achèteraient, mais qui ils cherchent un film. Voilà, moi je vois, il y a de la cinéphilie au Brésil, enfin, il y a de la cinéphilie partout. Alors, donc du coup, mais voilà, il faut des travaux éditoriaux et des travaux de prescription, enfin de montrer des choses qu'on ne verrait pas sans vous. Sauf que ce qui est quand même gênant quand on est, et c'est pas défendre notre chapelle, notre société, etc., c'est nous, on sort pas un film si on n'obtient pas les droits. On voudrait sortir plein de films. La Maman et la Putain, qui est un exemple. Tous les distributeurs éditeurs de Paris sont passés. Personne n'y est arrivé. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Est-ce que c'est pour ça qu'il doit exister
sur la loupe ou ailleurs illégalement, alors que dans l'absolu, ce titre-là devrait ou sera édité un jour, distribué. Donc c'est quelque chose de quand même compliqué et pas simple. C'est vrai, non mais je comprends très bien, mais c'est l'éternel, c'est le truc qu'on ne résoudra pas entre le formalisme de la légalité et le côté pour moi immoral qu'une génération, 2 générations ne puissent pas découvrir l'œuvre de Jean Eustache. Il y a quelque chose de... Mais bon, après, ce qui peut être intéressant avec ce groupe-là en particulier, qui, je le répète, est modéré. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de film de l'offre légale qui se partage dessus. Clairement pas. C'est vrai qu'au début, ça a été l'anarchie. Ça a vite été repris en main. Et aujourd'hui, ceux qui échangent des trucs sont bannis. On renvoie toujours à l'offre légale, etc. Mais ça permet de sentir aussi un petit peu, je pense, des désirs, des tendances. Parce qu'on disait, on a senti un espèce d'énorme attrait, par exemple, pour l'œuvre de Guy Gilles sur ce groupe. On sent que c'est quelque chose... Voilà, il y a des désirs comme ça qui traversent des fois un petit peu la cinéphilie et qui, on sent que de ce côté-là, il y a des appels comme ça pour tel ou tel. Il y a des tendances qui se détachent dans les goûts, dans les envies de découvrir tel ou tel. Ou le côté inédit. Enfin, c'est ce que vous disiez. Vous avez vu un film qui vous a, qui vous a fait un effet bof dans un festival et vous avez envie de l'éditer. Et ça aussi, c'est un travail. Il me semble si j'étais vraiment comme ça, une espèce de client de la joie que le film du fils Cronenberg, Possesseur, sort aussi directement en DVD. Donc ça, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas aussi là, sur des films qui ont 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, des films pas si anciens que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore taxer, cataloguer en patrimoine. Au-delà de 10 ans, c'est du patrimoine. Hein, au-delà de 10 ans, c'est du patrimoine. Ça dépend des guichets au CNC, des études. C'est 20 ans, c'est 10 ans, c'est pas fixé. Hein. Voilà, de faire qu'il y ait une espèce de vie où finalement, au lieu de se bouffer le nez comme là, on pourrait plutôt... Non, mais c'est intéressant d'en parler, quoi. Parce qu'à mon avis, c'est le même public. Est-ce que le manque est un problème aussi, des fois ? Quand on voyait, si vous remontez, alors, on n'était pas nés, mais quand Truffaut, toute la nouvelle vague, ils attendaient 10 ans pour voir la séance de Vertigo, parce que le film, pour des raisons légales, pouvait pas être diffusé. Est-ce que ça aurait été normal qu'il se retrouve dans le loop de l'époque C'était la Cinémathèque, hein, la loop de l'époque. C'est-à-dire que heureusement qu'il y avait Langlois qui... Langlois n'avait pas toujours les droits. Hein. Oui, voilà. Il continue aussi comme ça, donc ça fait partie de l'historique. Mais non, mais c'est des questions qu'on se pose. On est obligé de manquer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le manque crée aussi l'envie du désir. Alors je dis pas qu'il faut pas ne pas voir, et c'est pas normal que La Maman et la Putain ne sortent pas parce que des générations de spectateurs ne voient plus le film, donc il disparaît. Il disparaît de la cinéphilie, mais il faudrait qu'il puisse sortir légalement. Et à ce moment-là, il y a toujours un jour ou un autre, une œuvre va arriver légalement, quels que soient les moyens de diffusion, et s'il passe de manière illégale auparavant, ça peut peut-être aussi, je me fais l'avocat du diable, empêcher sa commercialisation, parce que quand on achète un film, c'est un minimum garanti, c'est des coûts, c'est une restauration qui est faite, et c'est pas anodin. Donc voilà, après, où je vous rejoins, c'est que je pense que ce public-là, c'est un public de cinéphiles qui aiment le cinéma et qui va aussi voir des films en salle, qui achètent des DVD, qui regardent des films à la télé. Mais malgré tout, voilà, nous, et c'est pas parce qu'on est distributeur-éditeur, on peut se poser décemment ces questions-là, parce que demain, je sortirai La Maman et la Putain en DVD Blu-ray, j'aurai les huissiers, j'aurai avocat, etc. Ça serait en illégal, ce qui est peut-être le cas, hein, pas seulement sur ce site, parce qu'il n'y a pas que ce site qui le propose en France ou à l'étranger, le fichier ne serait peut-être pas forcément retiré, ou serait retiré puis remis le lendemain. Donc c'est vrai que c'est... Je parle de faire des choses légalement, avec des films qui ont des droits et qui sont juste un peu laissés de côté. D'autant que la version de La Maman et la Putain qu'on peut voir... n'a rien à voir avec une qualité quelconque de l'image, ni pour le format, ni pour l'intégralité, ni pour la qualité de l'image. Alors là, encore mieux, vous qui représentez la puissance régulatrice de tout cela et qui se bat, n'est-ce pas, Jean Labadie, tous les jours contre le piratage, comment est-ce que vous observez ça ? Il y a plein de raisons pour lesquelles un film ne sort pas. Ça peut être des raisons de matériel qui n'existe plus, qui n'est pas disponible, des raisons de droit effectivement qui sont bloquées. Ça peut être aussi, comme le disait Vincent, le désir de créer le manque. C'est-à-dire que on en a parlé avec certains éditeurs, certains ayants droit. Si je préfère garder le film pendant 3 ans, 4 ans pour qu'il y ait une envie du public qui revienne et pouvoir le commercialiser plus facilement après. Ça joue aussi énormément. Mais la question que vous posez, c'est une question de société, c'est le domaine public. C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal qui existe, d'ayant droit, et puis il y a le domaine public.
C'est-à-dire 70 ans après le décès du dernier auteur, le film peut être rendu à la collectivité pour le bénéfice de tout le monde. Et c'est vrai que c'est très très contraignant en France sur le cinéma, parce qu'il y a plusieurs auteurs sur un film, donc 70 ans après le décès du dernier auteur, ça repousse très très loin la date où ce film pourrait être rendu disponible auprès de tout le monde et où tout propriétaire, tout détenteur d'un matériel pourrait le remettre sur le marché. Et c'est un vrai sujet de fond. Est-ce que 70 ans, c'est pas trop long? Voilà, alors voilà, je vais faire hurler les auteurs en disant ça, mais on peut s'interroger par moment si 70 ans, c'est pas beaucoup. Vu le nombre d'auteurs qu'il peut y avoir sur un film, ça peut prolonger très très longtemps les droits. Là, on a beaucoup parlé de Napoléon quand on a restauré la cinémathèque à Belgan, c'est pas dans le domaine public, par exemple, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Donc, il y a eu une bataille de droit homérique par la cinémathèque pour pouvoir obtenir la restauration de ce film. Donc, c'est une vraie question de fond de société qui se pose, vraie politique au sens noble du terme. À quel moment rend-on les œuvres accessibles à tout le monde au détriment donc des ayants droit qui peuvent en retirer des revenus à l'instant T. Voilà, c'est un sujet qu'il faut... Sauf que là, on parle de films qui ont plus de 70 ans. Sur La Loupe, c'est des films qui ont 10, 20, 30 ans. Oui, alors voilà, c'est trop tôt, c'est trop plus. Jeune. Mais ça peut... Et moi, je suis pas sûr, et sincèrement, là, juste le bémol, je suis pas convaincu que le domaine public soit une bonne chose, pas pour une question de droit de financement, c'est parce que d'un seul coup, on voit arriver des éditions à droite à gauche, des masters mais complètement pourris ou autres, etc. Et sur les Chaplin, avant que MK2 avec la famille Chaplin se mettent à essayer de régulariser le marché, pas pour l'arrêter, pas pour montrer les films, mais surtout pour bien les montrer et bien les diffuser dans des belles restaurations, etc. Donc c'est vrai que c'est ce domaine public, on le voit sur des films américains ou autres, c'est pas forcément une bonne chose pour la vie des films, la restauration et le montrer dans le meilleur élément, comme tu disais, par rapport à la Main-Pultin, où le seul moyen de le voir, entre guillemets, c'est illégalement et dans une mauvaise qualité. Sauf exception, sur une séance, une diffusion sur Arte, à la disparition de Bernadette Lafont, mais c'est un instant T et basta. Et après, c'est vrai que je pense que c'est important, pour élargir un peu, c'est vrai qu'on parlait, je sais pas, des grands auteurs établis, on va dire Ozu, Fassbinder, Buñuel et plein d'autres. Je pense que c'est important de constamment les mettre en avant et de les montrer, parce que ça nous paraît des évidences, nous. Mais si on les montre pas constamment, ils disparaissent aussi pour les générations suivantes. Après, ce que l'ensemble des 85, pour revenir sur l'édition, réalise, c'est à la fois un travail sur des auteurs établis, dont il faut constamment montrer les films et dans de nouvelles éditions, ou de nouvelles sorties en salle, et aussi plein de choses de rareté absolue qui viennent des quatre coins du monde. C'est que c'est fascinant de voir dans les 85 que nous sommes, de voir des gens qui travaillent spécifiquement le cinéma de Hong Kong, d'autres qui vont travailler le cinéma de genre, d'autres qui vont être sur le giallo. C'est vrai qu'aujourd'hui, la cinéphilie, elle est tellement éclatée avec plein de communautés qu'on a une richesse en France qui est franchement unique au monde, même s'il y a de belles choses qui se passent en Angleterre, aux États-Unis, grâce au nombre d'éditeurs et à la richesse de possibilités qui est faite et un peu la spécialisation de chacun. Et ça, même par rapport à il y a 10 ans, il n'y avait pas cette richesse-là, aussi bien en nombre d'éditeurs et de mise à disposition des films, des œuvres. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on a la chance en France d'aller de manière, moi je vais être plus dans la manière légale, d'aller de tous les champs d'horizon. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas couvrir 120 ans d'histoire du cinéma. Et toujours, il y aura des films oubliés, des films qui ne sont pas là pour des questions de droit, de matériel, etc. Mais qui à un moment vont ressurgir. Et c'est le rôle aussi des ayants droit dans le monde, des festivals. On a vu qu'avec l'arrivée du numérique il y a 10 ans, ça a créé un boom considérable des restaurations et vous avez des choses incroyables à travers le monde qui se passent dans les pays de l'Est, en Asie, où ils restaurent leur patrimoine, chose auxquelles ils ne pensaient même pas. Alors parce que ça aussi entraîne à marcher. Mais grâce à des festivals, Cannes en a été notamment l'initiateur, La Rochelle et d'autres, mais qui ont leur section patrimoine. Et aujourd'hui, les fondations, les institutions du monde entier se battent pour faire présenter leurs films dans ces sections-là, même si après ils n'ont pas forcément une diffusion large, et d'un seul coup ces films sont restaurés, donc c'est des films qui peuvent venir d'Iran, des Philippines, etc. Et ça n'existait pas, et c'est vrai que ces films-là peuvent exister légalement, mais il y a plein de films qui sont restaurés qui ne trouvent pas forcément un éditeur ou un distributeur en France. Mais ça ne veut pas dire que les droits n'existent pas à travers le monde, qu'une édition existe peut-être dans son pays d'origine, ou aux États-Unis ou en Angleterre, pour parler des autres territoires clés de la cinéphilie. Donc voilà, c'est quand vous dites qu'un titre n'est pas édité en France, il est peut-être sorti en Angleterre légalement et vous pouvez le trouver. Donc c'est vrai que ces questions-là sont quand même très... Rien n'est simple et il ne faut pas dissocier, mais il y a quand même cette complexité-là qu'il faut prendre en compte et qu'on ne peut pas se dire oui, mais c'est plus édité ou c'est pas édité, ça le sera peut-être demain. Donc on le propose comme ça de manière illégale, même si j'entends que c'est important de montrer les œuvres pour pas qu'elles soient perdues et se retrouver d'une telle ou telle manière.
Oui, enfin, je parlais de la spécificité. C'était plutôt pour vous, éditeurs de DVD, et de l'avenir, puisque c'est le sujet du débat de l'avenir du support physique, de trouver peut-être dans des choses qui ne se font pas encore ou peu, une sorte de façon de continuer à trouver. Oui, j'imagine, mais avec peut-être des cinématographies peut-être moins saillantes. Effectivement, c'est super de continuer à montrer Chabrol, Chaplin, etc. Mais les deux, en fait. Voilà, mais c'est... Oui, parce que c'est vrai que là, on a parlé des gros titres, mais par exemple, nous, on fait beaucoup de cinéma russe et soviétique. Je doute que les gens avaient vu les films de Larissa Shepitko avant qu'on s'y mette, et d'ailleurs ils les ont pas beaucoup vus depuis. Donc on va recommencer avec une nouvelle restauration sur l'Ascension, et on va le faire en salle, et on va refaire une édition, parce que on le fait une première fois, c'est une première pierre à l'édifice, on va le faire une deuxième fois, puis je sais pas, l'avenir nous dira si on le fait 3, 4, 5 fois, jusqu'à ce qu'on ait compris que c'était un chef-d'œuvre et qu'il fallait le voir, quoi. Donc je pense qu'on fait vraiment les deux. Nous, on a une collection documentaire, si on va vraiment dans le documentaire, où il y a quand même plein de films dont personne n'a jamais entendu parler. C'était un peu ce que je disais. Ça se complique encore plus pour vous, parce que les studios russes ont tendance parfois à envoyer sur YouTube... ils n'ont pas tendance, ils le font, c'est un fait. Des films que vous éditez... On a Tarkovsky, alors là on est plutôt dans les grands noms parmi les cinéastes russes sur lesquels on travaille, mais oui, qui est en HD sur YouTube, sous-titré. Légalement, ils ont le droit, je ne veux pas leur ôter ça. Après, ce qui est dommage, c'est que... pourquoi on travaille pas en bonne entente? En fait, c'est ridicule. Nous, ça nous coûte. Enfin, je veux dire, on paye extrêmement cher pour le coup les droits. On reçoit des restaurations. C'est un studio russe sur lesquels on repasse une fois sur deux sur les restaurations qui ont été faites. Ça, c'est à nos frais. On fait des beaux objets. On fait énormément d'éditorialisation. Et derrière, c'est sur YouTube en HD. Ça me fout en l'air, quoi. Et je pense que ça pose une question. En fait, presque au-delà de l'illégal, du légal, c'est du gratuit. De la gratuité des choses. C'est que quand on fait une très belle édition et qu'on nous dit ouais, 30 balles, c'est quand même vachement cher. Mais c'est cher dans l'absolu, peut-être pour quelqu'un qui se dit ah là, pour un film. Mais en fait, c'est rien par rapport au contenu. Parce qu'en fait, le marché est tel qu'on n'arrête pas de baisser en se disant il y a un prix psychologique qu'on ne peut pas dépasser. Mais en même temps, on a 5 heures de bonus et pas 5 heures de featurette de l'époque. C'est des bonus produits, des gens trouvés, du sous-titrage de documentaires existants, etc. C'est une économie très fragile qui survit grâce au CNC, et j'espère que ça durera longtemps parce que c'est vraiment important. Mais voilà, la gratuité, on s'est habitué que ce soit par l'illégal comme le légal, parce que maintenant il y a des plateformes, c'est 6 mois gratuit, puis après c'est 2 €, puis vous avez 3 films offerts pour le prix d'un, je sais pas quoi. Ça a un prix, et après on peut trouver des formules pour que voilà, les médiathèques, quand on n'a pas les moyens, on a accès aux médiathèques. Je sais pas, par exemple... il me semble que Mediapart fait ça, par exemple, pour le numérique, pour son journal numérique. En fonction de ses revenus, on ne paye pas la même chose. Mais on paye, c'est symbolique, au pire. Mais il y a des gens qui bossent derrière, quoi, vraiment, et qui bossent pas pour se faire de l'argent, ou alors on n'a rien compris parce que ça marche pas. Mais c'est normal, en fait, de payer. Et après, on fait pour que le maximum... On trouve des solutions pour que le maximum de gens... y ait accès. Mais c'est ça qui me fait peur, par exemple, avec ces groupes, c'est je m'habitue à pas payer. Est-ce qu'un jour je vais pas, et c'est vraiment une question que je me pose, parce que je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce qu'un jour je vais pas rechigner en disant ouais, ça va, 20 balles, et chier, quoi. Mais peut-être je me trompe, mais c'est une peur qu'on peut avoir aussi, je pense, avec la gratuité. Légal ou pas, c'est pas tellement le problème, quoi. Une réponse à ça, est-ce que c'est pas le fait que et c'est le cas pour vos deux maisons, en tout cas pour les plus prestigieuses de vos éditions, les Ultra Collector, et les, je sais pas comment ça s'appelle chez vous, que ce n'est plus seulement le film, l'objet n'est pas seulement un beau packaging, mais c'est souvent accompagné d'un livre, il y a des petits cadeaux, il y a ce que vous avez fait d'extraordinaire de rééditer le livre de Chris Marker qui n'était plus disponible. Est-ce que c'est dans cette direction-là justement que vous allez aller de plus en plus, pour que ce ne soit pas juste un fichier qu'on pourrait avoir sur une galette en plastique ou...
Là, on parle aussi de films de patrimoine, et Chris Marker ou les films qui sont en coffret ultra collector. Enfin, on est quand même sur des films où il y a de quoi faire. Il y a des gens qui font des thèses sur ces films, donc nous, on peut quand même se permettre de faire des très beaux objets avec beaucoup de bonus. Tous les films ne se prêtent pas non plus à avoir un livre, 5 heures de bonus, même dans le patrimoine, et a fortiori dans les films nouveaux. Quand c'est un premier film, je veux dire, la personne n'a pas forcément 100 000 choses à apporter, et c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça doit exister pour autant. Faut pas non plus tomber dans la surenchère du truc plaqué or, et alors il faut que ça, plus c'est gros, mieux ça vaut. Non, je veux dire, si c'est intéressant de faire un truc très complet, on le fait. Si c'est pas intéressant, ça sert à rien, à mon sens. Mais je crois aujourd'hui que le spectateur, qui est très large, on parle des cinéphiles, mais qu'est-ce que, voilà, ce sera encore un long débat. Qu'est-ce que les cinéphiles? Cinéphiles, c'est peut-être aller une fois par semaine au cinéma, une fois par mois, voir telle ou telle chose. Et puis surtout, ce que je disais, c'est que la cinéphilie est complètement éclatée aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. On voit que ce qui est plus difficile aujourd'hui, finalement, pour nous distributeurs, éditeurs, mais on le voit aussi pour les chaînes télé, c'est le cinéma plus classique. C'est-à-dire des années 40, 50, 60, où on voit que le renouvellement de la génération de la cinéphilie, pour lui, c'est un cinéma beaucoup plus lointain. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on était dans les années 70, aujourd'hui, on est dans les années 90-2000. Donc c'est aussi ce qui est assez extraordinaire dans le cinéma, dans la cinéphilie, c'est que ça bouge constamment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des cinéastes comme Carpenter, Argento, voire Fulci et d'autres sont mis au Panthéon. Il y a 20 ans, on était un peu le petit vilain canard si on aimait De Palma, par exemple, ou 25 ans. Alors qu'aujourd'hui, c'est une évidence, c'est établi. Après, on aime, on n'aime pas, c'est autre chose. Donc ça évolue constamment. Mais je pense que ce qui est important, et on voit bien que les spectateurs, et n'importe quel cinéphile actuel ou en devenir, il veut aujourd'hui du sens. Et de plus en plus, il a besoin de sens. Et notamment au niveau de l'image, où, comme on le citait au début, on est abreuvé d'images partout. Ce qui est à la fois formidable, c'est-à-dire que le cinéma, d'une certaine manière, a gagné, il est partout. Il est sur des pubs, on reprend, il est sur des affiches de cinéma. Les Césars, quand ils font leur affiche, c'est avec Romy Schneider. Donc le patrimoine a imprégné toute la société. On voit bien qu'MK2 ou son nouvel hôtel, il fait aussi sa promo avec des créations de JR qui sont autour de Chaplin et d'Harold Lloyd. On parle des années 20, c'est quand même pas rien. Donc à la fois le cinéma a gagné quelque chose d'incroyable, et en même temps, dans ce flux général, le spectateur ou la personne qui a envie de découvrir des choses, il est un peu perdu aussi. Parce que quand on a trop de choses, on ne sait plus ce qu'on a. Donc d'où l'importance du côté curateur, comme je disais, de chacun d'entre nous, avec forcément des oublis, des manques, etc. Et puis aussi donner du sens à travers tout le travail qu'on réalise, chacun de nous, aussi bien professionnellement, individuellement. D'où cette notion, c'est vrai que la notion de collector un peu galvaudée, mais aujourd'hui, quand on sort des éditions, nous et les autres, avec quand le film le mérite, quand le film en a le contenu, la possibilité, des belles éditions dans lesquelles vous allez avoir du contenu, du texte, des approches, donc de l'écrit, donc c'est un livre. Vous avez le film en tant que tel, à un moment donné, l'envie, elle se fait sur le film ou pas. Sur les suppléments, c'est en savoir plus, des archives. Actuellement, on travaille sur Truffaut. Je m'immerge de Truffaut. On le sait que c'est passionnant, qu'il a une parole fabuleuse. Mais d'être là-dedans, c'est une générosité, hein, et on est sur Truffaut par Truffaut. Voilà. Et on se dit, oui, on sort le dernier métro. Ah bah oui, c'est super, mais on le connaît, tout le monde le connaît que ça. Demandez aux gens qui ont 20 ans, et même des étudiants en cinéma, est-ce qu'ils ont vu le dernier métro? Non, c'est pas dit. Donc, alors on fait pas que ça. Hein. Donc on fait aussi La Peau douce qui a une réputation aujourd'hui, mais qui est moins connue. Et puis on va faire d'autres choses, etc., etc. Et puis après, ça nous amène sur un scénariste. Enfin, on déroule la pelote de laine. Mais c'est vrai que donner du sens à nos métiers, aussi bien des exploitants des salles de cinéma, des programmateurs de chaînes de télévision, des plateformes, parce qu'on parlait des plateformes plus connues, mais vous avez des très bonnes plateformes qui font un travail sur la cinéphilie, qui passent de Filmo TV, la Cinétech, Mubi ou autres. Ça, c'est ce que je pense qu'on a envie. Et finalement, même si c'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais je pense que c'est une réalité, créer de l'envie, du désir, ça le démultiplie, la cinéphilie. Et on le voit, par exemple, sur le développement qu'on a fait de notre propre boutique en ligne. Vous avez des gens qui, voilà, on habitue, les gens viennent, reviennent, comme ils vont dans un lieu. Quand vous allez dans une belle librairie, vous rentrez dedans, vous n'avez pas besoin d'acheter de livres parce que vous avez déjà une pile comme ça à lire, vous allez acheter des livres. Voilà, parce qu'il y a la notion de lieu. Alors qu'il existe ou pas, matérialisé, dématérialisé, on est toujours à lieu. Et c'est ça, je pense, qui est important. Aller à la rencontre du public, créer des lieux où on a envie de venir, revenir. Évidemment,
c'est la mode, on parle de contenu, mais c'est le film, c'est l'œuvre, c'est la pièce, etc. Et après, on revient et on a gagné la confiance des gens. Mais c'est vrai que potentiellement, je pense que le public, il est là, et peut-être plus que jamais. Après, il faut le chercher un par un, limite taper à sa porte et faire du porte-à-porte, et comme on vendrait des encyclopédies. Mais il est là, et puis après, il y a les gens qui prennent l'envie, qui ont l'envie, que ça, le déclic qui se passe ou pas. Mais c'est vrai que cette notion de sens, je pense qu'elle est très présente, mais elle va l'être encore plus à l'avenir. Mathieu ? Oui, c'est... Comment dire je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça. C'est simplement que, en effet, il y a des cycles, on l'a dit, il y a une multiplicité d'éditeurs. On les a pas cités, mais dans le paysage, il y en a deux que je trouve aussi très étonnants, en plus des deux éditeurs vénérables qu'on a ici à la table. Il y a par exemple le Chat qui fume. C'est incroyable, le Chat qui fume. Ils vont chercher des choses, des pans du cinéma, des films français des années 70, bis ou d'exploitation, type Michel Lemoine, etc. Il y a Artus aussi qui fait un travail très étonnant sur l'exploitation, les péplums, etc. Le cinéma italien d'exploitation. Enfin, c'est un paysage extrêmement précieux. Et je précise que je ne me faisais pas tout à l'heure le promoteur du partage illégal, hein, évidemment. Ça m'intéresse comme phénomène. Et ce que ça raconte, des désirs qui transitent par ça. Mais je me dis aussi qu'à un moment, avant de pouvoir éditer quelque chose de totalement inconnu, il y a bien quelqu'un à un moment qui vous glisse à l'oreille « Eh, mais tu devrais voir ça » et je te file un petit disque dur ou un truc où tu pourras voir, te faire une idée et après te renseigner sur les droits de tel cinéaste est-allemand des années 50. On n'a pas vraiment d'autres moyens que... Il y a toujours un moment où on en passe quand même par un détour ou quelque chose d'invisible, etc. C'est inévitable et je pense que ça nous arrive à tous à un moment ou à un autre. C'est ce que je disais, c'est que les positions sont moins partagées, sont moins tranchées qu'on ne le croit. Après, je fais ni la promotion des éditeurs DVD, ni la promotion des sites de partage, etc. Je regarde un petit peu tout ça comme des phénomènes, mais c'est vrai qu'il y a comme ça on est amené en effet à un peu travailler ensemble, découvrir des choses. L'important, c'est de, comme on l'a dit, il y a des pans entiers du cinéma qu'on ne connaît pas, et c'est vrai que l'éditeur a cette force-là alors d'éditorialiser, c'est évidemment une lapalissade, mais surtout de mettre des choses en avant, de réaliser une forme de sélection lui-même. Un éditeur a un univers, a un domaine comme ça, etc. Et c'est... comme disait Vincent Paul, c'est un lieu et c'est un enjeu, je trouve, vraiment énorme aujourd'hui, en effet, de recréer des lieux, d'avoir des espaces comme ça où on peut, en effet, se retrouver. Mais bon, après, c'est une question assez vaste. Après, il y a aussi des lieux comme ça, c'est les festivals, en fait. C'est les festivals qui vont mettre en exergue, c'est le rôle d'un programmateur. Il y a des festivals dans toute la France de cinéma qui vont du plus large au plus confidentiel et qui vont à chaque fois dénicher des films du monde entier, d'aujourd'hui mais aussi d'hier. Et c'est vrai que nous, on travaille avec ces festivals, on va dans ces festivals, il y a des marchés dans le monde entier. Et c'est vrai que le patrimoine, en fait, ce qui est assez impressionnant, est devenu... il y a certes Lyon qui est spécifique au patrimoine et qui a son marché, mais sinon il est partout. Quand vous allez dans une époque, il n'y a pas si lointain, où il y avait des vrais festivals qui avaient lieu avec des vrais gens, on allait à Berlin, on allait à Cannes, on va à Bologne, etc. Et c'est là qu'on découvre plein de choses qui sont, et notamment des nouvelles restaurations qui sont faites, et ces ayants droit, que ce soit des institutions, des privés, des fondations, etc., évidemment pour les montrer dans ces lieux-là, c'est d'avoir un point d'ancrage et les faire exister, mais ensuite trouver des débouchés et une commercialisation dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est pour répondre à la question, c'est quand même un des premiers, outre les relations qu'on a avec des amis cinéphiles, des vendeurs, etc., c'est un des premiers points pour justement découvrir plein de choses dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est vrai que la chance qu'on a, et nous tous, aussi bien professionnellement, personnellement, on découvre constamment, en fait. Et on découvre du monde entier, un film coréen, enfin voilà. Mais aussi, il faut, à un moment donné, qu'il y a ce côté commercial, même si j'aime pas ce mot-là, mais qui d'un seul coup, te donne l'accès à ce film. Et ça passe aujourd'hui par une restauration et qui sont des coûts
non négligeable, aider ou pas aider. Et si derrière, il n'y a pas de débouché ou autre, à moins d'avoir de temps en temps des mécènes, mais ce qui est quand même pas évident, hein. Je pense que Laurent pourra en parler dans le plan du CNC, de vouloir trouver des mécènes pour les aides à la restauration. Ça me paraît pas facile. Mais donc, il y a cette notion de valeur pour le public et ça, mais aussi pour la profession et une valeur marchande, quoi. C'est vrai que je trouve aussi qu'un des effets assez inquiétants de la crise sanitaire, le confinement, l'envie de tout le monde de voir des films beaucoup reclus chez soi, ça en effet, je rejoins ce que disait Natacha tout à l'heure, c'est la dévalorisation de l'objet film. Mais c'est pas seulement dû, je pense, au piratage, c'est aussi un effet plateforme. Tout à coup, la mise à disposition d'énormes catalogues, bam, plaqués sur une plateforme comme ça, sans éditorialisation aussi. C'est-à-dire, c'est juste là. Et il y a eu un espèce de gag dernièrement avec Netflix qui se retrouve avec des films muets suédois, scandinaves, tout à coup, des espèces de chefs-d'œuvre de Sjöström, Stiller, je sais plus quoi. Il y avait même je crois qu'il y a un Dreyer. Des films des années 20 comme ça, et voilà, qui ne sait pas quoi en faire. Ils sont juste là, en fait. Ils tombent, voilà, dans leur escarcelle, et puis à part ça, et donc avec ces catalogues, les plateformes, etc., tous ces films qui se sont retrouvés à disposition, il y a en effet une espèce d'énorme dévalorisation de l'objet film. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a pu constater. Et là-dedans, quand même, on voit que l'étape de la salle, malgré tout, est un moment où le film prend une espèce de valeur qui va après se refléter dans toute sa vie à venir, quoi. Laurent Cormier. La salle, et puis ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation à l'image, c'est-à-dire qu'il y a tout le réseau des cinémathèques et médiathèques qui est là pour ça et qui contribue quand même beaucoup à donner le goût au public et à inciter les gens à aller chercher des films, à les voir, à les revoir et à les conserver. Mais il y a aussi tout le sujet éducation, et c'est vraiment un cheval de bataille pour nous, c'est entraîner les générations d'enfants, d'adolescents à prendre goût aux images, à les comprendre, à les analyser, aller les chercher. Et ça, c'est vraiment un travail de fond. Il faut que le cinéma devienne une matière à l'école, comme l'est la littérature, comme l'est la musique. Il manque un pan, en fait, dans l'éducation à l'image, au sens, on nous apprend à lire des livres, à analyser des livres, à décortiquer des livres. Quand on était au collège ou au lycée, ça se fait encore aujourd'hui, même de façon un peu différente par rapport à ma génération, mais on le fait sur la musique, on l'a fait, je sais pas, moi, je me souviens de cours de musique où on décortiquait du clavecin, de ceci, de cela, de toutes les époques. Il n'y a pas le même schéma de manière aussi structurée sur l'image. Et c'est ça qui manque aussi quelque part aujourd'hui, c'est donner aux enfants, aux adolescents une éducation sur les grands cinéastes, les grands mouvements, les grands sujets qui ont traversé le cinéma, qu'ils soient documentaires, que ce soit de la série. Tous les sujets sont bons, le jeu vidéo devient un art en tant que tel et il faut l'intégrer là-dedans. Mais il y a vraiment ce mouvement éducatif qui manque et il faut essayer de le construire, le nourrir le plus possible. Il existe quand même déjà avec les dispositifs scolaires nationaux du CNC. Oui, mais école, collège, lycée. Oui, mais c'est une petite partie. Oui, non, mais il peut être amplifié. Mais en tout cas, ça existe déjà et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, et surtout que ça amène à 10% d'une classe d'âge qui arrive à quelque chose. Il ne dépend que du ministère de développer ces budgets pour l'élargir à un plus grand nombre de classes de collège. C'est un travail de fond. Mais regarde ce qui a été fait sur la musique. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a des enseignants qui se sont emparés du sujet musique dans les écoles depuis des années et des années et des années, qui arrivent aujourd'hui même à l'adapter, à le moderniser. On sort de la musique classique, on arrive sur des terrains plus modernes. Pourquoi le même sujet n'existe pas sur les images, quoi. C'est ça le travail de fond qu'il faut engager. En même temps, quand j'ai cru voir passer des pétitions où il y avait les options cinéma qui étaient en péril récemment par rapport à l'éducation artistique. Donc on aimerait tous, mais si ce qui est mis en place depuis pas mal de temps est déjà actuellement mis en péril pour des questions sûrement budgétaires ou peut-être de volonté ou de manque de volonté culturelle, ça laisse... C'est un combat de fond, on est bien d'accord. Voilà. Donc, parce que ça existe, mais ce qui est important, c'est comme sur le support physique, et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit au début, on a été entendu par le CNC, l'appel des 85, et on a obtenu une majoration, enfin une aide, plan de sauvetage, plan de relance par rapport à la crise qu'on a vécue. On redemande
pas parce qu'on vous demandait à chaque fois de l'argent, mais d'avoir aussi un plan de relance cette année, parce qu'on est déjà mi-mars et on voit dans quel état est le secteur. C'était important. Et ce qu'on dit, ce qu'on demande, outre des aides, des budgets, etc., c'est de continuer à exister grâce à des formes de soutien. C'est pas uniquement avec des soutiens qu'un éditeur existe, ou un distributeur, mais en tout cas ça y contribue, et aussi à prendre des risques par rapport à tel ou tel film, et surtout de ne pas opposer des supports ou des non-supports par rapport à d'autres. C'est-à-dire, on voit qu'aujourd'hui on est un peu dans cette volonté de tout dématérialiser à tort et à travers, que le support physique doit être présent en parallèle du support dématérialisé et vice-versa, et que l'un nourrit l'autre. Je pense qu'on l'avait abordé un petit peu précédemment, une sortie salle est indispensable. Alors pas tous les films, on ne peut pas sortir tous les films, mais des films ne vont exister, y compris des films jamais vus comme des films nouveaux, grâce à la sortie salle, peuvent trouver un public, et d'un seul coup l'exposition qui va exister autour de ce film-là va être bénéficiaire pour l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire ensuite la sortie en DVD, ensuite l'exposition en VOD, en vente télé éventuellement, etc. Et donc agrandir tous ces publics-là, alors que si le film n'était pas sorti en salle ou en DVD, et qu'aurait été mis juste sur une liste, comme je disais, dans une plateforme VOD, il n'existait pas. Les Jostrom ou les films nordiques, alors qu'on est quand même un petit peu professionnel, j'ai découvert ça en lisant les cahiers du cinéma, dans l'édito, je ne savais même pas qu'ils étaient là. Non mais donc je les ai pas cru quand j'y suis allé pour voir sur la page, parce que c'est pas trop mon truc de regarder Netflix, mais par curiosité. Ma fille qui beaucoup Netflix, elle les avait pas vus évidemment, elle m'en avait pas parlé, mais, alors qu'elle est très cinéphile. Mais et on se dit mais qu'est-ce que ça fait là? Alors à la fois c'est formidable de les trouver là, oui, mais en même temps personne n'ira les voir, puisque nous le premier public cible, etc., on ne sait même pas que ça y est. C'est pas mis en avant. Voilà. Il y a les documentaires de John Huston sur la Seconde Guerre mondiale aussi, qui sont sur Netflix. Et il faut le savoir pour aller les trouver. Et bientôt, il y aura le Napoléon d'Abel Gans. Ça, pour le coup, on va être au courant, je pense. Alors, non, mais justement, je voudrais un peu votre réaction sur... voilà, on parlait de chercher... Alors, tous les films n'ont pas eu Coco Chanel comme costumière, donc il n'y a pas toujours c'est pas toujours facile de trouver des sponsors. Quelle est votre réaction, vous, à cette annonce de Netflix? Elle va soutenir donc la Cinémathèque française pour restaurer le Napoléon d'Abel Gans. Et on ne sait pas, justement, est-ce que le film... Comment sera-t-il diffusé ensuite? Vous en savez plus, là, encore mieux, je vois votre sourire. Je voulais juste dire un mot sur la remarque précédente. J'ai pu voir des relevés d'auteurs d'un cinéaste classique du cinéma français diffusé sur Netflix sans aucune mise en avant ni quoi que ce soit, et on est surpris des chiffres, honnêtement. J'étais très très étonné, plusieurs dizaines de milliers étaient allés voir ce cinéaste-là sans aucune promotion, sans aucune mise en avant, sans aucune... Voilà, sur le monde entier évidemment. Mais c'est intéressant de voir que les films sont vus, et quelque part ça a atteint l'objectif quand même, c'est-à-dire que les films sont vus, donc du coup ça redonne envie à des gens d'aller acheter le DVD, etc. Non, c'était pas juste en France, ouais. Mais c'est intéressant de voir que finalement, voilà, une sortie salle de ce film-là, ça aurait fait 1500, 2000 entrées, se dire qu'il y a quand même un public qui est là, donc vos rééditions, elles ont des chances quand même d'être vues à un moment donné. Sur l'affaire Netflix Napoléon, je ne sais pas si Netflix programmera Napoléon. C'est vous qui dites que c'est une affaire. Hein. Moi, non, c'est une affaire au sens noble du terme. C'est une affaire culturelle et financière. Parlez dans le micro, sinon pardon. C'est une affaire culturelle et financière, mais Netflix met de l'argent sur la table très clairement, et ça va très clairement servir à la restauration de cet opus extraordinaire. C'est un travail monstrueux qu'a engagé la Cinémathèque, quand même, il faut être conscient de ça. Donc, outre les problèmes de droit qu'on évoquait tout à l'heure, le travail technique, artistique sur les multiples versions et sur le montage final, j'ai pu voir des images, la restauration est magnifique et vraiment l'opération est très très belle. Est-ce que Netflix la diffusera ou pas? On n'en sait rien. Il y a une version en épisode qui était prévue par Abel Gans, donc la Cinémathèque prévoit de faire le montage adapté, donc ça peut très bien être programmé sur une plateforme comme Netflix, pourquoi pas. Est-ce qu'ils le feront ou pas? Ça fait pas partie du deal actuel, donc ils peuvent, s'ils ont envie de le faire, ils ne le feront peut-être pas. Là-dessus, je pense que même la Cinémathèque, on n'a aucune idée pour les avoir interrogés récemment sur le sujet. Mais pourquoi pas? Moi, ça ne me choquerait pas plus que ça. C'est plutôt extrêmement intéressant que un patrimoine comme ça soit mis à disposition du plus grand nombre. Après, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une belle édition DVD derrière et qu'il y ait un bel ouvrage de collection qu'on sera nombreux à vouloir détenir, parce que ce genre d'objet-là, pour moi, ça rejoint un objet physique. Donc, on rentre dans le domaine de la collection et sur
sur ce genre de création-là, ça devient indispensable. Si je pose la question, c'est justement, est-ce que vous, éditeurs de DVD, vous pourriez envisager de mettre des forces en commun et de restaurer, par exemple, telle œuvre avec une plateforme qui pourrait être intéressée pour des raisons d'image ou pour des raisons aussi de vraie cinéphilie, de faire un travail de restauration qui sera à la fois aboutira à un DVD, Blu-ray, etc., et à une diffusion sur plateforme. Oui, juste pour revenir à Napoléon, il sera important aussi qu'il existe en salle de cinéma, qui est quand même le film a été conçu pour ça, surtout avec le triple écran. Même le plus beau support, plus beau cinéma qu'on aura chez soi, on verra jamais Napoléon de la même manière. Et je pense que si le film sort en salle, ça sera non seulement un événement, et c'est sûrement ce qui est prévu, mais bon, et puis après qu'il passe de toutes les manières et autres, c'est sûr qu'avec, je ne sais plus s'ils sont à 200 millions d'abonnés à travers le monde, il est sûr que 10 000 ou 20 000 personnes sur 200 millions, c'est quand même peut-être le minimum pour que le film soit vu à ce niveau-là, au niveau des chiffres. Après, pour répondre à ta question, on aimerait bien en fait, ouais. On aimerait bien, sauf qu'on voit que des acteurs indépendants comme nous, ces plateformes-là, pour pas les citer, Netflix, on les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils nous répondent même pas. Moi, je fais mon boulot de représentant l'ensemble des droits sur un certain nombre de titres, de contacter des chaînes de télévision, c'est des gens avec qui on est en relation, plus ou moins, etc., pour leur vendre. Oui, le film, avec toujours le souci, un côté économique, mais aussi plus le film va être montré, plus on va élargir les diffusions. Et un film qui passe sur Arte, même à 23h, il peut être vu par des centaines de milliers de spectateurs. C'est vachement important pour faire découvrir l'œuvre et continuer cette transmission-là, où on sait très bien que aussi admirable le travail qu'on va réaliser, ou les entrées qu'on peut faire sur un film en salle ou en DVD, on n'aura pas le côté extrêmement large et plus fédérateur en nombre de spectateurs. Mais des plateformes comme Netflix, en fait, je veux dire, ça fait 1 an qu'on les contacte. Une sorte de miracle. La semaine dernière, j'ai reçu un mail de réponse au bout d'1 an en me disant que c'était formidable, etc. Mais que, comme je le savais avec la personne que j'avais contactée qui m'a jamais répondu, mais on n'achète que des œuvres françaises en langue française. C'est vrai que je me suis posé la question si Chaplin et Lynch étaient des œuvres françaises en langue française. Mais tout ça pour vous dire que soit on vous répond pas, soit on vous répond de manière un peu sans être méchant, pour vous prendre un peu pour un débile, grosso modo, que ça ne vous intéresse pas. Parce qu'en fait, on parlait de contenu tout à l'heure, c'est des sociétés qui veulent acheter au kilo. Donc des dizaines de films, et qui ne vont pas acheter ce film-là spécifiquement pour l'exposer, pour avoir une belle audience, contrairement à des chaînes exemplaires que je citais tout à l'heure, comme Arte, OCS ou Ciné+, qui, elles, évidemment, achètent aussi sur du volume, on connaît le mot de package et autres, mais vont acheter tel ou tel film, et surtout, prennent le soin de travailler avec quasiment l'ensemble des acteurs de la profession française, des distributeurs, des éditeurs. Alors on aimerait plus travailler, avoir plus de films sur Arte, etc., parce que c'est une visibilité économiquement aussi, une bouffée d'oxygène pour nous. Mais de manière générale, ces gens-là apportent un soin de la diversité de leur diffusion des films, mais aussi des ayants droit. Alors qu'on s'aperçoit que sur les plateformes, ils veulent parler à un interlocuteur, un gros groupe, on vous achète 50 films, et c'est sûr que même si on a 50, 100 films, on a des films plus fragiles, je ne sais pas si c'est le mot, mais des films qui sont, forcément, on n'a pas Chaplin, Lynch dans notre catalogue, ou Sautet, ou Belmondo, etc., qui sont avec des majors. Donc on voit la limitation de l'envie de l'offre de diversité, qui n'est pas la leur, de ne pas vouloir collaborer avec tant d'interlocuteurs, parce que on veut surtout pas démultiplier le nombre d'interlocuteurs, de négociations, de contrats, donc on travaille avec peu d'interlocuteurs, et la diversité sur l'histoire du cinéma, du patrimoine. Alors après, il y a des anomalies comme George Strom, etc. Ça vient peut-être des Danois qui ont vendu ça à travers le monde, etc. Enfin, on ne sait pas. Ce sera intéressant d'ailleurs de le savoir. Mais c'est vrai que ça changera peut-être. Et on n'est pas opposé demain, sans faire une obsession sur Ozu, mais si Netflix m'appelle pour passer une rétro Ozu en casse-film, je ne vais pas leur dire non. Parce que, il y aura le côté économique, puis aussi nous qui représentons un ayant droit, et on crée une relation, et pour sortir d'autres films qui va restaurer, etc. Et puis deux, je suis intimement persuadé qu'on va s'ouvrir à des spectateurs qui ne l'auraient pas découvert malgré tous les champs d'horizon qu'on a réalisés de la salle à la vidéo à la télé. Donc ça ne serait pas de manière opportuniste, mais de se dire on élargit. Mais actuellement, ce n'est pas leur politique, et on sent que les indépendants, et même des plus gros indépendants, j'ai eu des discussions avec d'autres distributeurs, on n'existe pas.
Voilà, donc un jour on existera peut-être, il y aura besoin d'élargir une envie, puisqu'il y a cette envie d'éliminer l'autre et de tout capter. Mais on voit que c'est pas, j'espère me tromper, mais on sent qu'on va pas dans le sens de la diversité et des cinémas du monde entier qu'on prône nous tous, aussi bien en spectateurs que professionnels. Ouais, Natacha. Déjà, je trouve un peu inquiétant quelque part que une telle plateforme, enfin un tel acteur dans le secteur, on ait besoin d'eux en fait. Je trouve ça un peu flippant qu'il n'y ait que Netflix qui, alors après voilà, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Mais c'est quand même une société qui a une mainmise internationale. À un moment donné, il faut pas que ça devienne hégémonique. Enfin, ça va devenir fou. Même si on a besoin... Pourquoi pas, moi aussi, hein, s'ils veulent m'acheter un film, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que c'est pas une société qui a l'air d'avoir une politique culturelle, comme on peut l'attendre d'un ministère ou même d'ailleurs d'une société privée. Ils sont très malins, ils ont l'air d'être très forts en communication. Comme on disait tout à l'heure, voilà, Chaplin et compagnie, c'était sur Amazon, personne ne le sait, Netflix arrive et branle-bas de combat. En plus, confinement, donc on n'a que ça à dire. Netflix, je trouve que c'est juste, je m'inquiète sur ce que à l'instant T on se dit génial, et puis qu'est-ce que ça va impliquer derrière, quelles vont être les obligations, quelles vont être les intentions, si on peut pas leur mettre des obligations, je sais pas. Alors peut-être qu'en fait ça va être vertueux et que je dis les méchants capitalistes, mais peut-être qu'il y a quand même des raisons de s'inquiéter aussi. On verra. Moi il me parle pas. On est sûr qu'après cette émission, cette réunion, cette table ronde, tous ensemble, Netflix va vous appeler, en tout cas. On peut se donner rendez-vous dans quelques années pour voir ce qui sera passé. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.